tu disais, ouais, Zemmour, il est pas juif. Tu fais, sans blague, je l'ai croisé plusieurs fois à la synagogue à Paris. Il fréquente la synagogue de Saint-Lazare. Et c'est celle à laquelle je vais effectivement Alors moi, pour les fêtes. je l'ai croisé dans une boîte de nuit qui s'appelle la synagogue. C'est marrant parce que moi, je l'ai croisé dans une synagogue qui s'appelle le Macumba Night. C'est quand même drôle, non? Bonsoir Léo. Bonsoir Thomas. Et bienvenue au Macumba Night. Alors Léo, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Alors on va parler du déclin. C'est un sujet, nous on voulait parler d'idées, on voulait parler société, etc. Et on s'est dit que comme premier épisode qui donne, tu vois, du peps, qui donne de l'optimisme sur l'avenir, on allait parler du déclin. C'est ça, une émission vraiment à l'image de Philippe Fabry, c'est-à-dire pleine de joie de vivre, d'humour, d'ambition. Je sais pas où je vais avec ça, c'est un enfer. Oui, mais c'est toi, tu te fous dans des pièges tout seul. Là. Mais oui, je t'imagine avec une pelle et tu creuses un trou comme ça là. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je rappelle juste parce qu'effectivement cette conversation l'idée de ce podcast a émergé pendant la conversation sur la saison 6 et la saison 5 de Kaamelott. Et c'est à cette occasion qu'on s'est mis à converser sur le thème du déclin de l'Empire romain, d'un monde en déclin et de l'art lui-même en déclin. Et je pense que ça doit être notre porte d'entrée sur ce sujet. Est-ce que tu as revu les saisons 5 et 6 de Kaamelott depuis? Non. Tu n'as pas fait tes devoirs? Je n'ai pas fait mes devoirs. Alors donc, pour bref rappel, dans la série Kaamelott, la saison 5, alors déjà, la Kaamelott, il y a un lent déclin de la saison 3 jusqu'à la saison 5, où l'on voit le personnage d'Arthur, et d'ailleurs tout son entourage d'ailleurs décliner progressivement, c'est-à-dire Arthur être de plus en plus absent, de plus en plus découragé, les gens autour de lui être de moins en moins enthousiastes et prêts à le suivre, de plus en plus critiques. Ça se voit avec le personnage de Lancelot qui s'éloigne petit à petit. Donc ça, c'est la saison 3. La 4, ça casse carrément. Et dans la 5, en fait, il a replanté l'épée d'Excalibur. Il a donc renoncé à être roi. Il retourne il parcourt la Bretagne afin de trouver ses enfants putatifs. Et il déprime. Et la saison 5 s'achève, comme on le sait, par la tentative de suicide. Arthur fait une TS. Arthur fait une TS dans la salle de bain. Et on peut le dire, dans ce podcast, il y aura bien sûr zéro spoil. Vous êtes en sécurité avec nous ici. Ah, mais ici, c'est un safe space. La saison 5 se termine par une TS, une tentative de suicide. C'est ça. Après, si vous n'avez pas vu la saison 5 de Kaamelott, sachez qu'il se suicide. Non, mais je veux dire, non, mais allô, quoi. On est en 2024. Vous n'avez pas vu la saison 5 de Kaamelott. Vous viviez sous une pierre. Auquel cas, bienvenue. Le monde est un endroit merveilleux. Comment? Bienvenue en 2024. Bien sûr. Non, mais en fait, moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours beaucoup... parce que du coup, quand Kaamelott est sorti, moi, j'ai suivi Kaamelott. Je veux dire, à mesure que l'épisode sortait à la télévision, à partir de la saison 3 ou 4, je crois. Donc, je rappelle très distinctement avoir suivi la diffusion de la saison 5 et de la saison 6. Je crois que la saison 4 aussi. Et il y a cette lente, du coup, on sent le lent pourrissement. Et c'est vraiment lent au début, c'est-à-dire que c'est par petites touches. Et c'est vraiment un truc qui est vraiment bien amené dans la série parce que il y a toujours un moment où on s'aperçoit que le truc est pourri et c'est toujours trop tard, en fait. On s'aperçoit que, attends, mais là, tout fout le camp. Mais en fait, une fois que tu risques que tout a foutu le camp, tu comprends que, bah oui, non, ça fait déjà une saison, en fait. Que par petites touches et très lentement, c'est une scène par-ci, par-là, par épisode.
qui te montre que tout se délite, vraiment, et c'est pas un cataclysme d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu, c'est la phrase de et comment ça s'est effondré? Eh ben, petit à petit, et puis tout à coup, tout d'un coup, quoi. Et c'est vraiment ça dans Camelot. Et je trouve que pour le coup, la série présente vraiment très bien cette espèce de lent pourrissement avant que bah, finalement le pourrissement atteigne un point où il est plus capable de survivre à, aux attaques, quoi. Et il y a toujours un moment où bah, ça tombe d'un coup. Mais dire que la chute et dater la chute à ce moment-là, c'est-à-dire dater la chute, par exemple, au moment où Arthur décide de replanter l'épée, bah c'est non en fait, c'était déjà avant. Pareil pour le moment où Guenièvre part avec Lancelot, ou le moment en fait où Arthur fait le changement d'épouse. En fait, ça colle pas. C'est vraiment une lente descente. Et je trouve que la série euh, montre ça très bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est jamais euh, un cataclysme, etc. Non, non, en fait, tout était déjà là et demandait juste à se dérouler. Je sais pas, toi, comment tu as vécu cette espèce de descente, cette très lente descente de la saison 3 jusqu'à la saison 5 dans Camelot. Écoute, moi je l'ai vécu à travers l'écran. Donc ça va, tu vois, c'est le même, le gif de Cristiano Ronaldo, tu sais, qui tient la caméra avec un cocktail. Non mais, non, mais écoute, moi je l'ai vu il y a longtemps. J'avais dû quand même revoir un petit peu toutes ces saisons-là après avoir vu la saison 6, même si je les avais quand même bien vues. Moi, c'est surtout la saison 5 qui m'a marqué, en fait, pour tout te dire. J'ai pas vraiment de souvenir de, euh, de délitement, en fait, sur les trois dernières, enfin, la 3, la 5 et la 6. Mais effectivement, en fait, tu les as bien résumés. Tu nous as bien rappelé tout ça, donc merci. Effectivement, le départ de Guenièvre avec Lancelot, c'est un bon premier signal, et effectivement, je pense pas que ce soit le premier, en fait. Ça commence forcément bien avant. La saison 4, je me rappelle plus trop les highlights qu'il y a, tu vois. Moi, je me rappelle surtout du long voyage initiatique, en quelque sorte, dans la saison 5 avec Méléagant. Où là, effectivement, c'est ce que tu as dit, il va chercher ses enfants. La scène avec son père adoptif, il y a des choses très marquantes comme ça où Ah ouais, extraordinaire. La scène extraordinaire avec, scène bien sûr. où effectivement on voit que il y a un lien entre le chef d'État, l'État et le régime en délitement total, et finalement au niveau personnel, il n'y a plus rien non plus. Il y a rien non plus. Il y a plus de femmes, il y a pas d'enfants, il y a pas de père, il y a rien. Ouais, ouais, Voilà. non, c'est très bien vu. Moi, à la lumière je crois que je te l'avais déjà dit, mais en fait, je pense que l'un des livres de Philippe qui m'a fait le plus grand effet, euh, c'est le Président absolu. Et il y a un truc qui disait dans un live. En fait, il disait que euh, tout tout ce courant à droite, c'est très bonapartiste il nous faut un chef fort. Et en fait, si le chef euh, était bon et avait à cœur l'avenir enfin, le devenir du pays, etc. Et ben en fait, le royaume se porterait mieux. Tu vois, en gros, c'est Mm. entre guillemets Aragorn. Tu vois, tout ce qui manquait au Gondor, en fait, c'était un roi de la trempe d'Aragorn. Euh, et en fait, il résume tout en disant, mais cette idée, c'est-à-dire l'idée du bon prince, et comment est-ce qu'on fait en sorte que le prince soit bon, c'est l'idée centrale de toute la philosophie politique pendant 2000 ans. Et en fait, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas de moyen de garantir que le roi soit bon, que le roi soit toujours juste, équilibré, malin, etc., à l'écoute, tempéré, etc. Et donc, dans les formes monarchiques ou en tout cas autoritaires, la personnalité du souverain est effectivement très importante, mais il n'y a pas moyen de garantir ça. Et donc, si on tombe sur un génie qui est pas un taré, et ben en fait, effectivement, c'est un âge d'or parce que le gars prend des bonnes décisions, mais il suffit d'un mauvais roi pour envoyer tout un royaume
dans le mur. Il suffisait de Louis XV pour flinguer la France. Euh, et, euh, et, et en fait, je retrouve cette même logique dans Camelot, c'est-à-dire que il y a cette idée qu'a Arthur en fait, il faudrait que lui soit bon, droit, juste, intelligent, tempéré, etc. En gros, à la hauteur des défis euh, qu'il doit relever pour que le royaume prospère. Et cela en dépit du fait que tous ceux qui l'entourent sont soit mal intentionnés, soit des débiles profonds. Et, et pour le coup, c'est assez problématique. Ça va, problématique. Mais Euh, j'ai l'impression que dans l'exposé que tu en fais, mm-hmm. qui est basé, en fait, je suis d'accord sur la réalité de la série Camelot, de l'histoire de Camelot, je me dis, par rapport à la pilule rouge que, donc, si j'ai bien compris, t'as apporté le président absolu, qui est donc effectivement, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout C'est ça. simplement, que plutôt que de parier sur un individu qui est faillible, il vaut mieux avoir un système qui diffuse, qui divise les responsabilités en sens politique. Il y a ce terme qui s'appelle, enfin, ce mot, hein, accountability. En fait, c'est bien que l'accountability, elle pèse pas sur une seule personne, qu'elle soit dans une démocratie fonctionnelle bien, tu vois, evenly divided, c'est-à-dire bien partagée. Et ça, c'est un système qui peut fonctionner, enfin, qui idéalement va fonctionner mieux parce que, encore une fois, idéalement, donc difficile, parce que ben, s'il y a un système, enfin plutôt un maillon du système qui faillit, ben, c'est pas grave, il y a les autres qui prennent la relève, puis bon, on remplace comme on peut, quoi. Mais voilà, ça reste, je pense, j'imagine, un système relativement, pas jeune, mais de quelques centaines d'années. Et malgré tout aussi parsemé d'échecs. Mais tu vois là, donc j'avais ce commentaire à faire, mais en t'entendant parler, je me dis finalement Camelot, est-ce que c'est vraiment, fait, ça sert, ça sert quelle théorie, tu vois? Parce que finalement, tu l'as dit, Camelot, il y a un pouvoir diffus en fait. Tout le pouvoir n'est pas que dans Arthur. Sinon, quelque part, il y aurait potentiellement pas ces problèmes. Le problème de Camelot, c'est aussi que le pouvoir est diffus. Il y a des pouvoirs, il y a des personnalités importantes. D'ailleurs, on le voit dans la saison 6, que dès le début, ils disent non, on va lui faire comprendre on va avoir l'unité, on va réduire le pouvoir, etc. Et c'est vrai que, bon, l'exemple extrême, c'est Léo Dagan, mais il y a Léo Dagan, après il y a Lancelot, il y a le Lot. Enfin, voilà, il y a quand même des esprits, pas forcément bêtes, qui ont un agenda. Encore une fois, comme c'est un anglicisme, c'est comme ça. Et, euh, et donc, justement, le pouvoir est diffus. Tu vois. Donc, Ouais. c'est pas non plus l'homme providentiel, tu vois. Bah alors effectivement, bon déjà historiquement, effectivement, ça aurait été anachronique de présenter un roi absolu, parce qu'il n'y a pas d'absolutisme à ce moment-là, donc c'est-à-dire le tout jeune Moyen Âge. Euh, et pour le coup, c'est bien présenté dans la série, parce que le royaume de Bretagne, enfin le royaume de l'ogre, est présenté comme étant une fédération. Donc il y a un roi qui est le roi de l'ogre, donc Arthur, et il y a des roitelets, donc, enfin, il y a des rois. En anglais, il y a petty kings, voilà, donc il y a des petits rois. Le roi d'Orcanie, le roi de machin, Calédonie, etc. Et donc effectivement, il y a un pouvoir qui est diffus. Il y a un respect des coutumes locales. C'est d'ailleurs souvent un thème, c'est le respect des coutumes locales, mais on fait pas comme ça chez nous, on fait pas comme ça chez nous, etc. Euh, et d'ailleurs, il y a une Arthur. En fait, Arthur essaie d'être Arthur le juste, le mou, le gentillet. Et en fait, bah, d'une part, ça marche pas très bien. Euh, Ça marche pas très bien parce qu'en fait, il y a un peu ce côté, tu vois, un peu tragique, quoi. Joseph de Metz, les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Bon, bah, les Bretons sont quand même présentés dans la série comme étant complètement cons. Et donc, c'est pas déconnant que leur gouvernant ou leur système de gouvernement euh, soit aussi complètement con. Euh, Quelque part, il y a très peu de gens réellement capables dans la série. Il y a Arthur, il y a Léo Dagan, il y a Lancelot, et
un petit peu quelques autres, quoi. Genre, il y a le magicien, là, Elias de Kellywick. Lui, c'est le boss, lui. C'est ça, il y a, disons, peut-être un petit peu, comment il s'appelle, le roi Lot, tu vois, qui est, qui est en tout cas à l'aise verbalement, qui comprend ce qui se passe autour de lui et qui est donc qui a tendance à pas être complètement con. Et j'allais dire, il y a sa sœur aussi, donc la femme de l'autre, qui a l'air quand même, bon, elle a jamais trop de pouvoir ni Qui est rien. une Enfin, grosse salope, il faut le oui, dire. oui, mais ça, son mari le dit lui-même. Mais elle est quand même capable aussi, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ce que je disais. En fait, il y a que deux sortes de personnes dans Camelot, les personnes mal intentionnées et les personnes incompétentes. Euh, Mm. et du coup, malgré tout, il y a quand même cette idée que Arthur doit avoir et choisi des dieux. Donc, il y a quand même l'homme providentiel, littéralement. Euh, il est censé inspirer les autres. Donc ça, pour le coup, c'est pas, il n'est pas censé diriger en souverain absolu, mais il est censé inspirer les autres. Et c'est intéressant parce que cette distinction elle se fait avec Lancelot, qui pour le coup, lui, accepte ou comment dire, acte le fait que les autres sont des cons et donc veut gouverner en dépit des gens pour eux. Et donc il leur impose des trucs totalement tyranniques euh, et il flingue le royaume en fait. Il flingue le royaume. Parce que en se drapant derrière l'espèce de supériorité qu'il imagine avoir, euh, Ben, en en fait, fait, ouais, Lancelot est un peu à l'image des totalitarismes qui sont arrivés plus tard, quoi. C'est l'homme nouveau, c'est la page blanche, c'est c'est ça, on fait fi du passé, il y a pas de problème, on casse tout et on recommence, quoi. c'est ça. Euh, C'est un finalement, projet nouveau ouais, où il essaie de mettre tout le monde dans le même cadre, quoi. finalement, il fait le projet de Léo Dagan, tout, tout cramer et repartir sur des basses scènes, quoi. Et effectivement, enfin, dans la fiction, au moins, j'ai envie de dire, ça peut marcher. Le truc aussi, on va dire, sous Arthur, c'est que c'est un entre-deux. Il y a une non-décision, il y a plus comment dire, un manque de but, quoi. Alors si, le but, c'est le Graal, mais ils le suivent pas. Donc voilà. Et je voulais dire aussi, pour ramener à la saison 6, enfin, Ouais, partir vers la saison 6, finalement, la saison 6 montre beaucoup moins de débiles. C'est-à-dire qu'on voit que Rome ouais, est une société où là, il y a un vrai chef euh, qui manque après à l'ogre. Mais du coup, on voit toute la corruption et tout le bordel donc de cour quand il y a un vrai chef, donc les sénateurs corrompus, mais malgré tout, qui ont chacun aussi un agenda, mais où quand même, bon, sauf à la fin, quand on arrive à la fin de César, où malgré tout, leur agenda, il doit quand même être de pas se faire buter par César, donc quand même de pas aller trop loin. Il y a quand même presque ces check and balances, on pourrait dire. mhm. Ces contre-pouvoirs, quoi. Et où il y a quand même, du coup, bon, beaucoup de zèle, beaucoup de gens critiquables, mais qui ont une mission qui est quand même plus ou moins suivie, quoi. Il y a un ordre à Rome, Ouais. jusqu'à un certain Et, point. et pour le coup, la saison 6, moi, c'est ma préférée, à titre personnel. Oui. J'ai adoré cette saison. Je trouve qu'elle est beaucoup plus à l'image de ce que, enfin, l'idée que je me fais de ce que veut vraiment produire comme contenu Alexandre Astier. C'est-à-dire Mm. qu'il avait le temps de développer une intrigue, poser des personnages. C'est drôle sans être, comment dire, juste un gag par minute. Euh, c'est à la fois tragique et drôle. C'est à la fois intelligent et très agréable à regarder. Enfin, je pense que j'imagine hein, que ça doit être l'une des productions euh, dont il doit être le plus fier, ou en tout cas qui doit le plus représenter ce qu'il essaie d'exprimer. Et donc, ce que j'ai beaucoup apprécié notamment dans cette saison, c'est la manière dont il représente Rome en déclin. Parce que du coup, c'est ça en fait. Là, vraiment, c'est la fin de Rome. Et ça se voit dans plein de petites choses. Euh, Il y a les sénateurs corrompus, comme tu as dit, qui sont un peu idiots, mais pas tant que ça quand même. En fait, ils sont surtout corrompus. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'intérêt de Rome passe au second plan parce ils ont plus des intérêts personnels ou des intérêts de classe.
Mais attends, juste là, je te coupe. L'intérêt de Rome passe au second plan, vraiment, parce que regarde, quand Sallustius il veut mettre Arthur à la tête de la Bretagne. Alors ok, c'est pour se pousser à lui, il a un agenda personnel. Je crois qu'on a déjà eu cette discussion d'ailleurs, mais précisément sur ce thème-là. Mais il y a aussi l'intérêt de Rome. Remettre la main sur la Bretagne, c'est quand même l'intérêt de Rome. Tu vois, il y a encore un mélange des deux. Oui, bien sûr. En fait, je mettais pas Sallustius dans la même catégorie. Je parlais des autres sénateurs. Sallustius, c'est le GOAT. Oui, Sallustius, c'est le GOAT, bien sûr. That's why he's the GOAT. Non, Sallustius, c'est le boss. Mais en fait, c'est les autres sénateurs qui sont un peu idiots, et pas tant que ça, et qui en fait essaient surtout de se faire Sallustius. Parce que c'est le GOAT. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, et ils ont tout à fait raison de dire que en fait, il gouverne à la place de César. C'est comme le chancelier de l'empereur, quoi. Et donc, ça se voit bien ce déclin dans les sénateurs corrompus, dans un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est dans le personnage de César, qui du coup, déjà qui est représenté comme étant vieux et impotent. Il y a, en fait, déjà toutes les scènes avec César sont incroyables. Déjà parce que Pierre Bondy, quel putain d'acteur. Mais surtout, il y a cette scène, tu sais, où ils vont se balader dans le ghetto à Rome. Et donc, ils se déguisent. Arthur a peur qu'il y ait un mec qui essaie de kidnapper ou de tuer César. Et donc, ils se prennent, etc. Et donc, il y a ce côté où, en fait, lui, il redevient jeune, il redevient le chef de guerre, etc. Mais à la fin, en vrai, il se chie dessus, littéralement, parce qu'il a mangé trop de pêche ou je sais pas quoi. Et il redevient ce vieillard qui est pas capable de contrôler jusqu'à des choses aussi élémentaires que. Après, tu peux aussi le prendre dans l'autre sens, du coup. C'est-à-dire, tu as le César impotent et vieux qui rajeunit et va en fait redécouvrir une enfance, enfin un esprit enfantin d'émerveillement. Et après, en fait, bon, mais quand il se fait dessus, c'est un nouveau-né, quoi, tu vois. C'est vrai aussi. Mais de toute façon, les parallèles enfance et vieillesse sont très souvent dans la série. Il y a évidemment ce monologue de fin. Je crois que c'est dans l'avant-dernier épisode, donc comme ça, où du coup Pierre Bondy raconte la journée qu'il aimerait pouvoir revivre de sa vie. Là, on est à fond dans le spoil. Hein. Je veux dire, si les gens n'ont pas regardé Kaamelott, ne quittez pas ce podcast, restez, c'est très important pour le référencement. Mais non, mais surtout restez, parce qu'avec tous les spoils, c'est comme si vous l'avez vu. Après, il n'y a pas de problème. Et donc, il raconte la journée qu'il aimerait revivre. Et donc, en fait, à la fin, donc, il raconte cette journée en fait où il va avoir des enfants. Et il passe une journée avec un enfant. Et donc, il y a le parallèle, l'homme qui est à la toute fin de sa vie, qui littéralement s'apprête à mourir, et un tout jeune enfant, quoi. Est-ce que tu te rappelles, excuse-moi, est-ce que tu te rappelles de cette scène, justement, celle-ci, et où on lui dit, en gros, on va vous la faire revivre. Oui, c'est Mélagan qui lui dit, il y a un moyen de la revivre, cette scène. Et sa réponse, et merci parce que c'est exactement là où je voulais aller, sa réponse, c'est oui, je sais, j'ai lu tous mes classiques. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Mais alors, c'est quoi? Moi, là, je demande une explication presque, tu vois. J'ai des idées, mais. Méléagant, c'est donc une espèce d'ange de la mort, en fait, qui vient le voir et qui lui dit bon, ça y est, c'est fini, tu vois. Juste, c'est terminé. Maintenant. En gros, c'est un last wish, quoi. La manière, non, c'est la manière digne de partir. Ce serait de pas attendre que vraiment ton corps, que de mourir dans tes excréments, quoi. Donc en fait, comme t'es plus capable d'être César, tu dois rester au plumard toute la journée. Juste donne-toi la mort un bon coup et c'est une manière digne de partir. Ce qui est une vision assez classique chez les. Là, on peut faire effectivement. Je pense qu'encore une fois, cette discussion-là, on l'a déjà eu. Un parallèle avec
César se donne la mort, et on peut penser à Arthur qui se donne la mort dans la fin de la saison 5 Ouais. et qui se voit avec un enfant. Oui, très juste, très juste. Jouer avec un enfant, César peut-être verrait ça aussi. C'est ce parallèle-là qui est. Ouais, mais tout à fait. Moi, je pense que c'était fait la même chose. Et d'ailleurs, il y a ce parallèle, César-Arthur, parce que c'est César qui, entre guillemets, pas forme, mais en fait, les idées de César, dans ses conversations avec Arthur, se retrouvent ensuite dans le personnage d'Arthur partout. Dans l'idée que on mérite pas d'être chef, on le devient par un concours de circonstances, et il faut juste se rendre digne de ce concours de circonstances. Et donc, il faut faire semblant, il faut jouer au chef jusqu'à ce que ça devienne tellement naturel qu'en fait, ça y est, tu es chef. Quand César lui dit les grands chefs ont tous un point en commun, c'est qu'ils se battent pour la dignité des faibles. C'est quelque chose que répète à un autre moment Arthur plus tard. Et en fait, on voit bien que quelque part, non pas le mentor, mais l'influence principale dans sa manière d'appréhender le pouvoir d'Arthur, c'est César. Or, César, à la fin, dit, et c'est vraiment ça que je retiens, c'est je sais bien, j'ai lu tous mes classiques. Sous-entendu, je sais très bien que la manière qu'avaient les Romains d'avant, de la grande époque de Rome, de gérer cette situation, ce serait de se donner la mort parce qu'on n'est plus capable de faire face à ses responsabilités, et c'est plus digne que de se laisser pourrir ou je sais pas quoi, ou de glandouiller. Et on peut dire d'ailleurs aussi que... Vas-y, pardon, vas-y. Non, mais et du coup, c'est cette phrase, je sais bien, j'ai lu tous mes classiques. Parce qu'en fait, il est là le déclin. À d'autres moments de la saison 6, il y a des références. Alors, je sais plus si c'est Cicéron ou Sénèque, etc. Et en fait, on sent bien que c'est des références qui sont loin dans le passé. Ils ont gardé l'idée que c'était des trucs stylés, tu vois. C'était ça la grandeur, c'est ça la grandeur de Rome, mais que ça fait tellement longtemps que c'est plus vraiment enseigné, que tu vois, il y a un côté oui, non, mais très bien, c'est l'idée de ça, tu vois. Et donc c'est comme une image lointaine. La grandeur de Rome, c'est une image lointaine qu'ils évoquent. Et donc quand César dit oui, je sais bien, j'ai lu tous mes classiques. En fait, un classique, lui, aurait dit autre chose. Il aurait dit quelque chose et il n'aurait pas fait référence à ce temps glorieux ancien. Et c'est déjà ça le signe du déclin. C'est qu'en fait, tu dis oui, non, mais je sais très bien, Caton l'Ancien s'est donné la mort, etc. Cicéron s'est donné la mort. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, comme tu as dit, Arthur s'inspire de César dans sa manière de gouverner, mais finalement, les thèmes qu'il reprend de César sont les thèmes que lui a transmis César en fin de vie, en fin de règne. Donc, quelque part, César n'a probablement pas gouverné comme ça. C'est les leçons qu'il tire d'une vie. Et donc, en fait, je pense que les reprendre à soi pour commencer un règne et pour essayer d'installer un régime qui ne doit pas être en déclin, prendre les leçons de quelqu'un qui est en déclin, tu vois, il y a un côté où le game est mort dès le début, quoi. Ah, intéressant. Moi, je dirais presque l'inverse, qu'en fait, pas parce que c'est les leçons d'un empereur en déclin, déjà parce que, en fait, c'est pas César qui est en déclin. Enfin, il est lui physiquement en déclin parce que c'est la fin de sa vie, mais l'empire est déjà pourri et depuis très longtemps. Donc en fait, c'est pas lui et le fait qu'il est vieux et malade qui fait que Rome décline. C'est Rome est en déclin. Et même à l'aube de sa mort. À l'aube de sa mort. Au crépuscule de sa vie. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, mais tu vois, en fait, là, j'y pense, je réfléchis en parlant. On pourrait, enfin, je fais je fais un parallèle, tu vois, par exemple, avec les boomers. Tu vois? Non, mais sans rire. Qu'on salue, parce qu'ils sont nombreux et ils peuvent écouter peut-être ce podcast. Bienvenue au Mad Combat Night. Ce podcast est financé par la Caisse des retraites. Donc, merci beaucoup. Continuez, les gars. Amen. Non, mais il y a une Lambo garée devant là. Non, mais attends, bref. Mais
Non, mais c'est qu'en fait, c'est souvent, et d'ailleurs, je dis pas les boomers pour dire les boomers, les personnes, on va dire, voilà, qui sont plus âgées, ils peuvent te donner des leçons qui étaient des leçons qui marchaient de leur temps, mais qui aujourd'hui sont plus du tout d'actualité, tu vois. Il y a un décalage entre le vécu, l'appris, la leçon en fait de vie de la personne qui te la transmet en te disant fais ça, gamin. Sauf qu'entre-temps, le monde il a changé, tu vois. Et Ouais. donc moi, je faisais référence à ça aussi, tu vois. Ah, alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Et sur ce point, c'est-à-dire sur le fait que les conseils des anciens ne sont pas forcément à suivre, et sur les boomers, parce que ça me fait une très bonne transition. Pour moi, alors déjà, je finis sur César. Je pense que quand je disais au contraire, pour moi, c'est plutôt une bonne chose qu'Arthur prenne des leçons de César, parce qu'en fait, euh, il y a cette idée que, bah, en fait, l'empire, il se fait pas à l'échelle d'une vie. C'est forcément, c'est même pas seulement une aventure collective dans le sens où il faut des millions de gens pour faire un empire glorieux. C'est aussi une chaîne, c'est une longue chaîne de personnes qui doivent hériter du passé, euh, sans pour autant rester, comment dire, tu sais, c'est la phrase, je sais plus qui avait dit ça, euh, la tradition, ça n'est pas l'adoration des cendres, c'est la passation du feu. Euh, et donc pour moi, le fait que Arthur écoute César et essaie de gouverner comme César lui disait que voilà, c'était ça l'idéal vers lequel il fallait tendre. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Je pense pas que d'ailleurs que les conseils que donnait César étaient mauvais. Et du coup, typiquement sur les boomers, moi, c'est un truc. Les boomers euh, nous disent aujourd'hui, machin, oui, il faut écouter les générations d'avant, etc. Mais eux sont littéralement une génération qui a pas seulement détruit le passé, ils n'en avaient rien à foutre. Et Et je pense que c'est nouveau. Je pense que c'est une particularité de leur génération. Alors, j'ai pas de, je veux dire, on va me dire source, où sont tes sources? Et insérer ici ce truc, c'est même que je t'ai envoyé en hébreu là. Et tsati et tamakor mi atachat sheli. Alors, j'ai sorti la source de mon cul. Euh, et et euh, et en fait, cette conversation que j'avais donc avec des amis de mes parents. Donc, évidemment, je suis millénial, je suis en génération Y, donc mes parents sont des boomers. Euh, et qui me disait oui, tu comment ça, tu connais pas tel groupe de rock des années 60? Et je fais bah non, 70. Je fais, bah non, désolé, je connais pas. Mais attends, mais comment ça? Et elle dit mais attends, mais c'est littéralement 30 ans avant ma naissance. Euh, Toi, combien d'artistes tu connais des années 20? Qu'est-ce que tu connais des chansons ou des films? Parce que le cinéma, ça existe déjà. Ou des livres, ou je sais pas quoi, ou enfin, qu'est-ce que tu connais de la production culturelle qu'écoutaient tes parents? Je t'ai pas dit tes grands-parents, hein, tes parents. Et en fait, souvent, c'est rien. Et ce qu'il me disait, oui, mais c'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas les médias de masse comme il y a eu à partir des 30 Glorieuses, ce qui est pas faux. Mais la musique a pas commencé, ou même la chanson populaire a pas commencé en 1968, donc ou 1958. Donc la réalité, c'est qu'ils n'en avaient rien à foutre. Ils s'en battaient les couilles complètement de ce qui les a précédés, du monde qu'il y avait avant eux, et pour des raisons particulières. C'est que, je veux dire, le monde d'avant, c'était un monde qui avait connu 2 guerres mondiales, des famines, des crises économiques terribles. Ceux qui s'en rappelaient voulaient pas, enfin, voulaient eux aussi tourner la page. Et tout à coup, dans ce monde qui était, notamment en Europe, vide, parce que tellement de destruction, tellement de morts, tout à coup, il y a la génération la plus nombreuse de toute l'histoire de l'Occident qui naît, et qui naît dans ce monde post-guerre, dans une paix, je veux dire, exceptionnellement prospère et longue. Alors, leur enfance, pour les vrais boomers, hein, c'est 46, 62 à peu près. Voilà, ça dépend les pays et tout, mais les définitions, mais disons que c'est 46-62, donc 16 ans à peu près. C'est ça la fourchette de naissance des boomers. Et leur enfance n'était pas hyper joyeuse, hein, notamment pour les plus anciens, parce que bah, le monde était littéralement, enfin l'Europe était littéralement en ruine. Beaucoup avaient pas de toilettes à l'intérieur, c'est les toilettes sur le palier. Il y avait des millions de gens qui habitaient dans des bidonvilles, etc. Donc pour dire que quand les boomers nous disent mais vous les jeunes vous l'avez facile, c'est pas si faux que ça.
Leurs jeunes années, c'était encore un monde où les enfants avaient deux habits, un habit de la semaine et un habit du dimanche, et ils faisaient leur toilette dans un seau, et ils allaient une fois par semaine au bain public, quoi. C'était Mais, ça aussi ouais, je veux mais dire. là, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans l'analyse qu'on peut faire, Mhm, euh, si on, enfin, l'analyse, je pense, elle peut se faire au niveau générationnel et on mhm, peut essayer de comparer effectivement à des générations, voir ce qui s'est passé à d'autres époques. mhm, Bon, évidemment, on aura moins de données. Mais en fait, là, quand on rentre dans le détail, comme tu es en train de le faire, mhm. bah, effectivement, on va se rendre compte que on est dans des mondes très différents. Et du coup, bah, tu vois, forcément, on est extrêmement différents. Mais en même temps, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que la déglingue d'une personne qui a grandi dans les années 40, 50, qui faisait sa toilette au seau, qui avait un vêtement pour la semaine, un vêtement pour le week-end et tout ça, comment dire? Elle est très facile pour nous d'être vue de manière terrible parce qu'on a grandi quelque part, oui, dans une opulence Mhm. avec Internet. Et mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est à une position privilégiée pour voir ça de manière terrible. Comme eux pouvaient voir de manière terrible les gens qui sont nés pendant la guerre, tu vois, pendant la guerre. Donc en fait, tu vois, c'est toujours relatif, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire. Ah oui, Euh, alors bien sûr il y a un, comment dire, il faut remettre les choses dans leur contexte, etc. Mais pour le coup, euh, moi, quand je parle avec voilà, les boomers et que je parle de leur jeunesse, parlez avec vos boomers de leur jeunesse, vous verrez que le monde, notamment la France, avec les Français, la France que eux ont connue, c'est c'est de la science-fiction. C'est un monde qui est tellement différent, et pas que parce qu'il n'y avait pas Internet ou je sais pas quoi. En fait, si on enlève l'aspect technique, technologique, d'ailleurs, bon, à l'exception d'Internet, qui est effectivement une transformation importante, quelque part, les vraies différences, elles sont plutôt sociales. Comme mon père qui est donc full boomer, allait en vacances, c'était vide. Il allait en vacances sur la Côte d'Azur, il arrivait, donc il partait en voiture, il arrivait sur la Côte d'Azur, il est dans un hôtel et il demandait une chambre, et c'était normal qu'il y ait déjà une chambre, enfin qu'il y ait une chambre de libre. Je veux dire, le pays était vide, il n'y avait pas d'embouteillage. Enfin, on mesure pas ça, mais il n'y avait pas d'embouteillage, à l'exception de, il y je sais avait beaucoup pas, moins de peut-être bagnoles aussi. mais il y avait surtout beaucoup moins de monde. En fait, on oublie, mais c'est une France où il y a 45 millions d'habitants. Il y avait moins de Euh, bagnoles, moins de monde, moins de routes. oui. Les vieux, il y a beaucoup moins de vieux. En fait, aujourd'hui, moi, donc, à chaque fois que je voyage, voilà, la réalisation avec ma femme, partout où on va en vacances, il y a que des vieux. Il y a des vieux partout. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'ils ont du temps, ces enculés. Ils ont de l'argent, ces enculés. Et ils sont nombreux, ces enculés. Alors que, donc j'avais fait le calcul. En gros, si on prend quand les boomers avaient notre âge, donc nous, on est génération Y, quand les boomers avaient notre âge, voilà, la part de la population, en pourcentage de la population totale en France, qui avait l'âge à leur époque qu'ont les boomers aujourd'hui, pour nous, en gros, leurs boomers à eux, étaient 2 fois moins nombreux dans la population. Imaginez un monde où il y a 2 fois moins de vieux. En fait, et parce que de fait, les mecs étaient morts entre la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, la crise de 29, la Deuxième Guerre mondiale, et encore comment dire, les maladies qui ont continué juste après la Seconde Guerre mondiale. Euh, Finalement, le monde dans lequel ils ont grandi était vide comparativement à d'autres, où il est plein de vieux. Et les vieux, en plus, s'étaient appauvris. Déjà parce que bah, la guerre, la destruction, etc. Je veux dire, le niveau, comment dire, quand les boomers racontent leur jeunesse, mais c'est un monde qui n'existe, enfin, c'est tellement alien. C'est-à-dire que, ouais, un manutentionnaire pouvait gagner assez d'argent pour aller en vacances sur la Côte d'Azur. Et alors, pas dans le meilleur hôtel, évidemment, mais en fait, c'était pas quelque chose d'inconcevable. On parle beaucoup de l'immobilier, mais en fait, ils s'en foutaient de l'immobilier parce que c'était pas hyper cher et c'était pas en croissance particulière. Donc, c'était pas encore un bon deal dans les années 60, 60, enfin 70. C'était pas encore un bon deal.
Mais le fait est qu'il vivait dans un monde totalement différent. Mais là où je voulais en venir, c'est, pardon, pour cette parenthèse sur les boomers, c'est que les boomers n'en avaient rien à foutre du monde qui les a précédés. C'est même pas qu'ils voulaient activement détruire, mais c'est que littéralement, ils s'en battaient les couilles. Mais en fait, moi, j'ai du mal à trouver tout ça comme exceptionnel, quoi. Mais non, parce que la génération, mon grand-père, donc qui n'était pas un boomer, qui était génération silencieuse, c'est ça, silencieuse, c'est-à-dire celle qui était trop jeune pour faire la Seconde Guerre mondiale, donc en fait qui est entre la génération la glorieuse génération, celle qui a fait la Seconde Guerre mondiale, et les boomers. Donc ceux qui sont nés, disons, entre, je sais plus, 1925 et 1945, un truc comme ça. Bref. Lui, comment dire, se rappelle très bien de, je sais pas, de ce que ses parents à lui faisaient, écoutaient, etc. Alors que c'était pour le coup encore un monde totalement différent. Mais ce rapport au passé, parce que c'est un rapport au passé. Bon, à l'avenir aussi, tu me diras, hein, parce que je veux dire, les boomers, c'est la génération qui a dit simultanément que le passé c'était de la merde et nos futurs. C'est-à-dire que c'est quand même une approche assez originale de l'histoire. Moi, je pense qu'il y a vraiment une singularité historique sur cette génération, par les circonstances dans lesquelles elle est née et par le rapport de force démographique qu'il y a eu entre elle et les autres générations. Ça se voit d'ailleurs dans les générations qui suivent. Les générations X sont totalement silencieux. Ils ont grandi dans l'ombre de leurs grands frères. Ils ont cru qu'ils pourraient mener la même vie. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils pourraient avoir le même niveau de fun qu'ils ont eu, sauf qu'eux, ils se sont tapés le sida, donc manque de peau. Ils se sont tapés le début du chômage de masse et la flambée de l'immobilier. Donc les générations X sont les énormes dindons de la farce démographique. Ils sont littéralement nés trop tard pour faire la fête et acquérir du capital, et trop tôt pour être totalement dans, on va dire, le monde d'après, le monde numérique, etc. Mais on s'est perdu en fait sur les boomers. Ce que je voulais dire en fait, c'était que on revient au déclin. C'est que Rome est en déclin, et ça se voit dans la saison 6, parce que il y a tout un tas de personnages qui illustrent ce déclin, parce qu'ils sont plus à la hauteur des fonctions qui leur reviennent. Le Sénat est pas à la hauteur de ce qu'il fait, César est pas à la hauteur de ce qu'il fait, Sallustius essaie tant bien que mal et il trouve des combines, des machins. Tu vois, il est obligé de faire des trucs comme il parachute Alexandre, Dux Bellorum, etc. Il y a tout un tas de machins parce qu'il faut donner les apparences d'eux, mais en fait tout fout le camp. Même à la fin d'ailleurs. Ouais. Ah, vas-y. Non, du coup, juste la toute fin de la série, pardon pour le spoil, finalement, Arthur fait un sale coup. En fait, finalement, on retourne la situation de Sallustius contre lui, où en fait, il lui fait comprendre que non, il accepte d'être placé roi de Bretagne, mais en fait, il devient réellement roi de Bretagne, et les Romains ont juste un contrôle nominal, et donc symbolique. Donc, il peut retourner à Rome, dire, non mais c'est bon, on a un gars à nous sur le trône, donc on n'a pas perdu la Bretagne, mais en fait, ils l'ont perdu. Et donc, même ça, c'est juste sauver les apparences. C'est-à-dire que même là-dessus, tu vois, il y a une phrase dans Kaamelott, je ne sais plus saison 2, un truc comme ça, tu sais, avec Attila, les femmes de Kaamelott, c'est les plus belles du monde. C'est la légende, je sais pas quoi. Et donc, Lodagan dit oui, bon, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Et c'est ça, en fait. Pour ça comme pour le reste, ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient. Et pour le coup, je trouve que c'est très bien représenté dans la série. Ce côté vraiment où il y a encore les formes et l'idée, et il y a les mêmes noms, tu vois, les mêmes appellations, etc. Mais dans la réalité de ce que ça représente, les gens presque jouent un rôle. Ils essaient de, tu vois, ils sont dans un costume qui est trop grand pour eux, comme Arthur d'ailleurs, hein, qui trouve qu'il a l'air d'un con dans son armure qui est beaucoup trop grande pour lui. Il y a le truc qui se bat en couille, quoi. Ouais. Et alors, moi, je voulais te dire, je pense pas qu'on se soit perdu en partant sur les boomers, parce que je trouvais que la discussion sur Kaamelott faisait déjà une bonne introduction au sujet.
et que c'était intéressant aussi à un moment de faire un lien avec la société et le déclin actuel, tu vois, ou la société actuelle, ou le prétendu déclin actuel. Donc, je trouvais que c'était un Ouais. bon pont et que il fallait bien de toute façon faire ce pont au bout d'un moment. Bah, c'était d'ailleurs en fait bah, très bien, merci, parce qu'en plus je pense que c'est pas qu'on a fait le tour sur Camelot, parce que je pense pas qu'on ait fait le tour sur Camelot, mais je pense qu'il y a on peut déjà prendre un chemin de traverse et, euh, et partir sur un sujet que moi je voulais aborder et que j'avais pour le coup préparé, qui était le déclin dans l'art. Et typiquement sur les boomers, je t'avais dit quelque chose, je t'avais dit les boomers, c'est la dernière génération à avoir reçu une instruction classique euh, euh, et à avoir décidé de s'en battre les couilles. Euh, Parce que pour le coup, eux, ils ont bénéficié d'une instruction classique. Euh, Quand on voit par exemple l'état de l'école aujourd'hui, euh, et l'école que eux ont connue, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont choisi de faire autre chose, mais ils ont reçu, c'est classique. Et d'ailleurs, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Je pense que la période du cinéma que je préfère, c'est le cinéma des années 70, euh, parce que c'est le moment où je pense les derniers réalisateurs jeunes, parce qu'il y a quand même toujours un truc avec la jeunesse qui apporte forcément quelque chose de nouveau. C'est la dernière fois, entre guillemets, que des réalisateurs jeunes, selon moi, hein, qui avaient reçu une instruction classique, ont proposé quelque chose de nouveau. Et, et ensuite, on entre dans la parodie. Moi, j'ai l'impression qu'après, à partir des années 80, on entre dans de la parodie. Déjà, l'art, le cinéma notamment, la musique aussi, commence à tourner en rond. On commence à faire des redites de ce qui s'est fait avant. Et petit à petit, et ça se voit de plus en plus. Donc là, aujourd'hui, on est à un état où en fait, on regarde les films qu'il y a au ciné et on comprend pas comment ça peut être autant de la merde, des espèces de ressucés infinis, de trucs de merde. Euh, Tout le monde avait traité Scorsese de vieux con, à juste titre, hein, mais en disant que pour lui, le cinéma Marvel et donc les films de super-héros n'étaient pas du vrai cinéma. Mais en fait, il tenait un truc parce que Surtout que, excuse-moi, mais Scorsese, mais ça c'est un avis personnel. Ah, vas-y. Ah non, mais j'ai beaucoup de mal avec Scorsese, moi. C'est pas la première fois que je le dis. C'est le gars qui, je l'ai dit dans une autre émission. Non, non, mais Scorsese, moi, j'ai beaucoup de mal. Je crois qu'il y a un film que j'apprécie de lui, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé puisque c'est beaucoup de il a un classiques. peu tendance à faire tout le temps le même film. Il faut être honnête. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu fort de café de l'entendre dire que les films de super-héros sont tous les mêmes. Mais je pense, juste je le dis là, je pense que je partage pas ton avis sur l'art, mais par contre je comprends, je comprends where it's coming from, tu vois, et je pense qu'il y a des arguments qui vont dans ton sens sans problème. Mais si je vois déjà sur la musique, j'ai du mal à être d'accord, ça c'est clair. Sur le cinéma, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que c'est assez facile à voir, mais je pense, tu vois, que c'est aussi lié, encore une fois, à la technologie, à la société, en fait, à l'évolution de la société et au fait qu'effectivement, tu vois, j'ai envie de te dire, il y avait des navets avant, mais aussi et surtout, Ah, bien sûr. faire un navet avant, ça coûtait beaucoup plus, relativement cher à faire que maintenant. Maintenant, le coût de production d'un film, dans l'absolu, évidemment que si tu veux faire un blockbuster, c'est différent, mais dans l'absolu, est devenu accessible à beaucoup plus de gens. Donc, tu sais, c'est toujours pareil. L'opportunité qu'a un être humain de voir une daube est devenue beaucoup plus facile. Donc, il y a plus de Euh, daubes parce qu'on les voit plus. alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait Je qu'il dis y a ça des pour le débats. cinéma. Alors, tout à fait À mon d'accord avis, sur le fait ça que vaut aussi pour la musique, en fait, ce truc-là même, oui. ouais, mais du coup, sur le cinéma, parce que je pense que j'imagine que, parce que la musique, je suis beaucoup moins calé que toi, donc j'imagine que le cinéma, c'est un truc on parle plus avec un même. Juste, je te dis, ouais, mais je te dis du coup, Ouais, parenthèse, pourquoi je te dis ça pour la musique? Bah, c'est que ce que je viens de dire pour le cinéma, c'est la même chose. Faire de la musique, c'est devenu accessible à beaucoup plus de gens. Parce que bien sûr. Internet, les cours, apprendre en ligne, c'est devenu beaucoup plus facile, Ouais, beaucoup la moins MAO cher. aussi. La MAO, Voilà, ça en fait partie aussi, effectivement. Enregistrer un truc, c'est devenu beaucoup plus accessible. Et donc, c'est pareil pour le cinéma. Acheter un instrument,
À une époque, ça pouvait être très élitiste. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare sur une guitare à, je sais pas, 80 balles, tu vois. Maintenant, j'ai une guitare qui vaut 20 fois plus cher, tu vois, et je veux pas, et je veux pas m'arrêter là. Donc, en fait, oui, ça vaut aussi pour la musique. C'est ce côté, c'est de plus en plus accessible, donc il y a de plus en plus de gens qui y arrivent et donc qui font de la dub. Il y a aussi beaucoup plus de génies qui sont remarqués. Ouais. Et Alors moi, je là-dessus, pense que ça vaut aussi pour le cinéma. bah alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, alors est-ce que tu as lu ou entendu parler de Les Barbares de Barrico, Alessandro Barrico? Alors, j'en ai entendu parler puisque Philippe est en train de le terminer ou l'a terminé et devait en faire une fiche de lecture, mais je ne connais pas bien la thèse du livre. Ok. C'est assez intéressant. Dans le détail, je suis pas d'accord avec tous les cas qu'il évoque. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, lui-même présente ça non pas comme étant un essai, mais comme presque un fil de pensée. C'est-à-dire qu'il a eu des idées, il les a couchées rapidement sur le papier, et en fait, il présente pas ça comme étant une thèse ultra réfléchie avec un modèle bien précis. C'est plus une intuition. Tu vois, c'est une intuition qu'il a couchée sur le papier. Du coup, il y a des exemples avec lesquels, enfin, qu'il évoque. Il parle plein d'exemples. Il parle du vin, du football, etc. Avec lesquels je suis pas tout à fait d'accord. Mais pour le coup, la thèse globale, c'est que dans un domaine donné, quand il y a une révolution technologique, cette révolution technologique va donner accès à ce domaine à des gens qui en étaient exclus. Et ces gens qui arrivent en masse dans cet environnement, sans en connaître les codes, vont, par le simple fait qu'ils sont plus nombreux et qu'ils ont des goûts différents, parce qu'en fait, ils ont un goût qui n'est pas, entre guillemets, éduqué dans le sens où c'est pas le goût de ceux qui étaient déjà dans ce domaine-là. Par le fait de leur masse, ils vont imposer leurs mœurs et leur manière de faire, et donc ils vont transformer ce domaine-là. Et il dit par exemple, voilà, je sais pas, dans le vin, avant les amateurs de vin, enfin avant le vin, disons avant les années 60, le vin, il y avait les grands vins et il y avait la piquette qu'on servait à table un peu partout, dans les pays qui buvaient du vin. Genre en gros la Méditerranée, quoi. Et il dit qu'avec notamment le marché américain, c'est l'exemple de Barrico, je pense que c'est l'exemple qui marche le mieux. Tout à coup, des Américains ont compris il y avait un potentiel pour un marché pour vendre du vin en Europe, en Amérique, parce que ça faisait européen, ça faisait classe, et que les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale s'étaient familiarisés avec le goût du vin en combattant en Italie et en France. Et donc, sauf que tout à coup, tu dois produire du vin pour un public qui n'est pas éduqué au goût du vin. Et donc, ils vont inventer une manière de faire du vin qui est un produit qui est beaucoup plus, disons, normé, qui va être moins complexe, plus simple, avec, tu vois, typiquement plus fruité, plus sucré, une quantité d'alcool qui est vraiment stable. Et l'idée, c'est de faire un produit relativement standard, à tel point que c'est sauvage d'Américains. Et moi, j'en fréquente beaucoup des Américains. Et donc, vraiment, ils te disent, ah, c'est super, c'est un Cabernet Sauvignon, tu vois, ou c'est un Merlot. Et t'es là, mais un Merlot de où, tu vois? Parce qu'en fait, nous, on raisonne en terroir. Évidemment que le vin n'a pas le même goût dans le Languedoc et en Bourgogne. Et en Bourgogne, il n'a pas le même goût suivant les appellations. Parce que nous, du coup, on a ce rapport-là lié à la terre, mais eux, en fait, bah, ils s'en battent les couilles. Ils ne savent pas ce que c'est. Du coup, en fait, ce qui donne le goût principal, c'est le cépage. Et donc, ils vendent des monocépages. Et donc, en fait, parce que c'est plus facile à vendre. Vu que les mecs connaissent pas les domaines, les maisons, les appellations, tu as une dizaine de cépages grand maximum à connaître et il peut venir de n'importe où. Entre guillemets, tu vas retrouver dans un Syrah la même chose que dans un autre Syrah. Surtout s'il est fait d'une manière à normaliser le goût, à le rendre à peu près standard, quoi. À rendre entre guillemets Coca-Cola, tu vois, une version industrielle du vin. Et donc ça, c'est la thèse de Barrico, c'est qu'en fait, quand les barbares arrivent, ils transforment cette industrie par le simple fait qu'ils sont plus nombreux et qu'ils maîtrisent pas les codes d'où ils viennent. Et du coup, dans la musique, c'est une évidence que la musique et le cinéma d'ailleurs, l'accès à déjà les smartphones, YouTube, tout ce qui va être production de musique assistée par ordinateur, les home studios, etc., toutes les plateformes d'échange de musique, etc., tous les cours vont abaisser la barrière d'entrée pour produire un son ou produire un court métrage
super, super bas. Et les effets positifs de ça, c'est que, comme tu as dit, tout un tas de talents vont avoir l'occasion qui leur était pas du tout offerte dans le monde précédent, de pouvoir s'exprimer, gagner une audience et progresser, et aussi tout un tas de connards de faire de la merde. Et évidemment que ces nouveaux entrants vont avoir une influence sur le métier classique. On a tout, en plus ça on l'a vu nous quand on était ado ou très très jeune adulte. On a vu les youtubeurs arriver sur Canal+. Je sais pas si tu te rappelles cette période-là où en fait il y avait c'était les mecs qui sortaient de YouTube et qui arrivaient sur Canal+. Bon bah évidemment que aujourd'hui, et ça se voit très fortement, la télé est très fortement influencée par les contenus qu'il y avait sur YouTube. Et finalement, presque par homogénéisation, maintenant maintenant, YouTube ressemble aussi au type de contenu qu'il y a à la télé. C'est-à-dire qu'il y a le même niveau de formatisme, tu vois, il y a la fraîcheur entre guillemets des débuts de YouTube où les gens tentaient un peu n'importe quoi, c'est estompé parce que il y a des modèles qui ont émergé avec des formules qui marchent bien, qui ont été éprouvées par une quinzaine d'années d'essais et d'erreurs, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des formules. Et donc on sait très bien à quoi doit ressembler un podcast comme le nôtre, à quoi doit ressembler une chaîne une émission de cuisine, une émission qui parle de musique, je sais pas quoi, des reacts, ce genre de conneries. Et évidemment que tu as raison sur le fait que la transformation technologique amène une grande transformation et donc aussi un renouvellement du contenu qui est proposé dans un médium, la musique, mais aussi l'audiovisuel. C'est aussi le cas pour la BD, etc. Mais pardon, ce très long exposé, mais pour moi, ça ne change rien à la tendance longue du déclin. Et c'était l'idée que je t'avais envoyée par vocal, où je t'avais dit, en fait, le déclin, notamment dans l'art, il commence quand on arrête de vouloir faire des trucs. C'est d'abord moral, en fait. Le déclin est tout d'abord moral. D'abord, on cesse de vouloir faire du beau, faire du grand. Et ensuite, seulement, on s'aperçoit qu'on n'est même plus capable de le faire. Et l'exemple que je prends, parce que là, on parle de musique et de cinéma. Le premier des arts, c'est l'architecture, un art qui nous est cher, Léo. Et le fait est que l'architecture qu'on qualifie de moderne ou de contemporaine aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de style nord-atlantique, les bâtiments en béton, en verre, les tours en fait en béton et en verre, n'ont rien de moderne ou de contemporain. Enfin, n'ont rien de contemporain. C'est un style qui a émergé déjà dans les années 20, dans les années 30. C'est hyper vieux. Le style brutaliste, pareil, c'est les années 30. En fait, ce qu'on présente comme étant c'est hyper moderne ou hyper contemporain, ce sont des styles architecturaux qui ont presque 100 ans. Presque 100 ans. Et le fait est qu'on n'a rien inventé de neuf depuis. À l'époque où ça s'est sorti, où ça c'était quelque part l'acmé, tu vois, la figure de proue du modernisme, c'était ce qu'il y avait de plus récent. Certes, c'était intéressant, mais en fait, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, en vrai, pas grand-chose. D'un point de vue architectural, on n'a rien inventé de nouveau. Et moi, ce que je disais, c'était que ceux qui ont fait ça, eux, ils savaient très bien faire du style art déco, art nouveau, néo-gothique, néo-classique, etc. Et il y a beaucoup de constructions qui ont un style très classique et qui en fait datent des années 1910-1920. Par exemple, je crois que c'est à Rome où il y a un palais que je trouve pas très beau d'ailleurs. C'est très très surchargé, une espèce de style néo-classique, mais c'est tellement surchargé qu'on dirait presque un truc rococo. Et en fait, ça date des années 1910, ou tout début des années 20. Et en fait, de toute évidence, ceux qui l'ont fait étaient formés pour savoir encore faire ce truc-là, qui est quand même fait sans béton, sans verre, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est, entre guillemets, du bel ouvrage. Et donc, ceux qui ont fait les bâtiments des années 30, des années 40, jusqu'aux années 60 même, c'est-à-dire que les mecs qui ont fait les tours des banlieues d'Île-de-France des années 60 ont reçu, eux, une formation académique des beaux-arts classique. Eux ont été formés à faire du dessin classique, etc. Ils ont juste choisi de pas le faire. Et moi, je pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'on serait seulement capable de refaire ça? Je pense pas. Je pense qu'on a d'abord cessé de vouloir le faire. Et ensuite, maintenant, je sais même pas si on peut le faire.
je sais même pas si on saurait aujourd'hui refaire ça. Euh, et donc pour moi, dans l'art, il y a le même constat. Dans d'autres arts, dans le cinéma typiquement, je pense que euh, alors déjà, d'abord, c'est très dur de faire un bon film, c'est très dur de faire une belle chanson. Je veux dire, produire quelque chose de bon, c'est déjà hyper dur. Donc je parle même pas de ça. Mais de fait, j'ai quand même le sentiment, et je pense là-dessus que tu es en désaccord, que il y a, pour moi, depuis les années 70, un essoufflement de la création artistique. Euh, et je me demande seulement si les gens sont encore capables de produire des œuvres, euh, soit parce que l'art, le médium en a fait le tour. C'est par exemple, je sais pas si tu as vu, il y a le fausseur de film qui a sorti une longue vidéo d'1 heure, qui est censée être une première partie, mais ça fait plus de 2 mois, sur voilà, est-ce que le cinéma est en déclin? Et il dit peut-être qu'on a fait le tour. Peut-être qu'en fait on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire avec le cinéma. On a fait le tour peut-être de tous les genres possibles, de toutes les manières de raconter une histoire, de la raconter l'histoire visuellement. Est-ce que toute la grammaire cinématographique, les différentes prises de vue, les angles, les focales, les mouvements de caméra, le montage, est-ce qu'en fait on a fait le tour de toute la grammaire possible et on est condamné qu'à jouer avec les mêmes cartes? Qu'en fait on a découvert toutes les cartes et maintenant on n'en a plus rien. Quand tu vois aujourd'hui la production cinématographique, surtout grand public, mais même dans le cinéma, j'ai envie de dire d'auteur, en fin de compte, qu'est-ce qu'on raconte de vraiment nouveau? Et moi, là, je te coupe. Ouais, merci, parce que déjà, j'ai l'impression de parler plus d'une heure. Que tu parles. mais moi, je pense que... Ah, mais t'es là, toi? Non. En fait, je suis dans ta tête. C'est une voix dans ta tête. Ah, mais ça explique plein de trucs. Je te dis, arrête de parler. Arrête de parler. Ferme ta gueule. Laisse-moi blanc. Ferme ta putain de gueule. Non, mais je voulais réagir à un truc. Déjà, je comprends ce que tu dis pour l'architecture. Il y a des mouvements qui vont à l'encontre de l'architecture, c'est très moderne, etc., et qui refont du classique dans certains pays. Alors, mais je pense pas que ce soit un argument contre ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, est-ce qu'on arrive à le faire aussi bien qu'avant, etc. Honnêtement, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bon dans ce sujet pour. Et c'est une répétition. On retourne en rond, en fait. Pour aller là-dessus. Ouais, mais voilà, sur la question de tourner en rond, sur la question de la répétition, sur la question de, on a fait le tour. Tu disais beaucoup ça, on a fait le tour. En fait, on a toujours fait le tour. C'est normal. J'ai envie de te dire, parce que toi, tu parlais beaucoup de genre, de méthode, effectivement, les méthodes et les genres peuvent évoluer, mais il y a toujours, je pense, un fond qui, lui, ne change jamais, en fait. Une histoire exceptionnelle est une histoire exceptionnelle, qu'elle ait 25, 100 ou 1000 ans. Bien sûr. Et on est condamné à faire avec ça. Et je pense que dans l'art, c'est pareil. Donc, t'as le thème de l'histoire. Moi, je pense qu'un film exceptionnel, c'est un film exceptionnel. Tu parlais donc le fossoyeur de film. Je n'ai pas vu la vidéo en question, mais tu vois, c'est what's the point? On fait plus de films exceptionnels? Je pense pas. Donc la question, c'est quoi? Encore une fois, on fait plus de jobs qu'avant. On est d'accord, mais il y a aussi une accessibilité plus grande au fait de faire. Donc c'est mathématique en fait. Donc moi, en plus, sur le sujet du cinéma, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement les vieux films, honnêtement. Alors il y a des films, encore une fois, exceptionnels où là tu vois, c'est un fond qualitatif qui bouge pas. Si tu prends Vol au-dessus d'un coucou, je sais pas si tu l'as vu, on en a parlé. Ouais, bien sûr. Voilà, mais c'est un film qui a 50 ans, je crois. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il aurait pu être fait aujourd'hui. En termes de qualité, tout est tellement bien fait qu'en fait, je n'arrive pas à le dater. Tu vois, je pourrais pas le dater. Tu pourrais me dire, il a été fait il y a 10 ans, je te dirais OK. Et tu pourrais me dire, il a été fait aujourd'hui avec la volonté de faire que ça ait l'air vieux. Je te dirais OK aussi. Donc en fait, mais bon, c'est un exemple presque extrême pour moi. Donc après oui, il y a des envolées de ouf. Par exemple, Blade Runner, le premier, qui est exceptionnel aussi, et qui, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit putain, pour un film qui a 20 ans, c'est pas si bien que ça.
En fait, il a 40 ans. C'est ça, Et oui, je me oui. suis dit, ah oui, non, mais ok, en fait, c'est exceptionnel. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les films anciens parce que je suis très touché par la technologie. J'aime voir des images en 4K exceptionnelles et tout. J'aime voir un paysage exceptionnel. Et donc, en fait, c'est les trucs qui demandaient. Hein. Alors, c'est très bête ce que je veux dire. J'ai pas le visuel est pas forcément une de mes forces du tout. Donc, je vais avoir du mal à imaginer. Tu vois, on peut voir des trucs exceptionnels d'il y a 30, 40 ans, 50 ans, ou même des trucs d'aujourd'hui qui veulent faire un peu vieux. Et moi, je vais me dire non, donne-moi le Disneyland de la caméra, tu vois, ou le Hollywood tout simplement. Mais du coup, Et toi, t'as bien aimé Avatar, le film. non, non, moi je me suis endormi au cinéma. Après, j'étais enfant, hein, je crois que j'avais 9-10 ans, hein, Avatar le premier. Hein. Mais j'ai Attends, dormi. comment ça, t'avais 9-10 ans? J'avais moins que ça, peut-être, non? Plus que ça? Quoi? Attends, mais C'est quoi? C'est euh, 2006? Auquel cas, j'avais 11 ans. Attends, Avatar 1. Avatar 1. Ah non, 2009. Ouais, bon, j'avais 13 ans. Euh, Ben, it felt like j'avais 9 ans, tu vois, ou 6 ans. moi, j'étais en prépa, quoi. Ah ouais? Mais oui, en C'est 2009, parce que ouais. c'est parce que t'as 42 ans. Et ça on C'est l'a parce pas que dit. c'est parce que j'ai 127 000 ans. C'est ça. Mais Mais j'ai beaucoup de redoublés. moi j'ai jamais été à l'école. Et donc si tu veux, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime plutôt enfin, j'aime des films qui sont plutôt récents en général, même si je vais pas forcément te faire un tableau statistique de la distribution des années. Et donc moi, clairement, je pense qu'on fait encore des chefs-d'œuvre aujourd'hui très largement. Et si je devais dire, on en faisait plus avant que maintenant, déjà, c'est pas mon avis. Je suis pas d'accord. Alors après, encore une fois, la culture cinématographique, la mienne, n'est pas forcément ultra développée. Euh, alors j'ai un biais en disant ça parce que par rapport à la moyenne de la population certainement, mais par rapport à des proches à moi qui sont des cinéphiles, clairement non. Et en même temps, donc je pense que la personne qui dirait s'il y avait beaucoup plus de chefs-d'œuvre avant, est-ce qu'encore une fois, on n'est pas dans cette accessibilité-là du médium? C'est-à-dire que faire un réalisateur qui a une vision, qui a les moyens et qui donc fait des chefs-d'œuvre dans les années 70, on va se dire oui, effectivement, c'est un génie et c'est un chef-d'œuvre parce qu'il a fait ce truc-là dans le contexte qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire peu de moyens, peu d'accessibilité aux différentes techniques, pas la même accès à l'information, etc. Donc tu vois, il y a aussi, je pense, une relativité d'où on est. Alors qu'un mec qui peut avoir une caméra qui a la qualité, enfin, qui peut avoir une caméra à 600 balles, qui a la qualité d'une caméra qui était inaccessible à 99,5% de la population en Occident à l'époque, c'est-à-dire un truc qui valait énormément, une fortune, qui a maintenant accès à faire du montage avec une facilité avec les logiciels de montage, alors qu'à l'époque c'était avec un ciseau, tu vois, Ouais, etc., etc. Tu te dis, bon voilà, effectivement, ces mecs-là sont pas capables de faire ce que faisait l'autre 50 ans en arrière, mais après c'est une question de génie et de talent. Il y a quand même des mecs aujourd'hui qui font des trucs géniaux. Et donc voilà, si tu veux, ils sont propres à leur époque. Donc ça, c'est mon avis sur le cinéma. Maintenant, c'est pas un médium que je connais forcément beaucoup, mais clairement, selon moi, le déclin dans le cinéma. Encore une fois, si l'argument c'est de dire on tourne en rond parce qu'il y a les mêmes méthodes, on n'invente rien, etc. Alors, je comprends l'argument du coup, et je pense qu'il est défendable. Mais moi, je vais plutôt dire on n'invente rien. L'art, en ce sens-là, raconte une histoire, fait vivre une émotion sans y être à la personne qui le vit, mais c'est ce qu'on faisait quand on racontait des histoires il y a 2000 ans, quand on lisait un livre, quand on regarde un film, quand on écoute une musique. Donc si tu veux, moi, mon standpoint, c'est plutôt, oui, de toute façon, dans l'absolu, on n'invente rien. De toute façon, alors, le but, c'est pas oui. d'inventer quelque chose. Alors, Ça peut. bon, du coup, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, qui d'ailleurs est en fait une traduction un peu bizarre, parce que du coup, c'est de la Bible, en hébreu, En kol chadash tachat hashemesh. Donc, il n'y a rien de tout à fait nouveau sous le soleil. Répondez sur le fond. Non, je rigole. Putain, Apolline de Malherbe, quoi. Insupportable. Et moi, je te fais Pascal Pro si tu veux. Non, mais c'est scandaleux d'entendre ça. Moi, mais ça me dérange moins ça que l'espèce de fausse agressivité jouée. Ouais, non, c'est insupportable. Je peux même pas la regarder. Ça m'insupporte. Mais du coup, je suis d'accord sur le fait que inventer pour inventer, non, c'est pas ça. Tout à fait d'accord aussi pour dire que
une technologie nouvelle amène aussi des possibilités nouvelles. Et donc, la baisse le fait que les barrières soient plus basses, ça fait qu'il y a tout un tas de connards aussi qui peuvent produire. Mais je pense pas qu'on produit plus de merde qu'avant. Je pense d'ailleurs que c'est le contraire. Je pense que le niveau global, dans le sens où le niveau de base d'un film a beaucoup augmenté. Précisément parce qu'en fait, maintenant, beaucoup plus de personnes ont accès. Il y a beaucoup plus de techniciens, beaucoup plus de personnes ont vu des films, il y a des techniques, parce que la technique a progressé, et donc la qualité globale de base, je pense, est montée. Mais en fait, on s'en fout de ça. On s'en fout du film qui va, de la production de base. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste quand le filtre du temps est passé, quoi. Tu te rappelles pas. C'est d'ailleurs pour ça que je disais, je voulais dire ça au tout début quand tu disais oui, on se rappelle que on se rappelle que des choses bien du passé. Effectivement, il y a un biais qui est que on se rappelle que des trucs qui valent le coup, pardon, qu'on s'en souvienne. Mais justement, se pose la question, sur le cinéma des années 2000 à 2010 ou 2010 à 2020, qu'est-ce qui restera? Et 2000 à 2010, encore, je vois, 2010 à 2020, déjà, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Je dis pas qu'il y en a pas. Parce qu'on va dire, oui, mais il y a tel film qui est exceptionnel. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est un effet de masse. J'ai quand même l'impression que si on prend, c'est un peu comme, tu vois, une gaussienne. Tu baisses la gaussienne de 3 points, et ben en fait, à la marge, c'est-à-dire à l'extrémité, tu divises par 2 le nombre de films qui passent. Tu vois, si tu baisses le QI moyen de 5 points, tu divises par 2 le nombre de personnes qui ont plus que 140. Et en fait, moi, je dis que c'est ça. En fait, je dis pas qu'il y a plus du tout de films qui sont bien ou exceptionnels. Je dis même pas. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Il faut pas nécessairement que ce soit des histoires totalement nouvelles. Je pense que c'est un truc qu'aime beaucoup rappeler Antoine de Blonde en disant le monde vieillit. Bon, le monde vieillit, c'est vrai. Et le monde vieillit dans le sens où en fait, on garde le souvenir de ce qui s'est passé avant. Et donc, évidemment que on a de plus en plus l'impression de raconter la même histoire. Mais parce qu'en fait, oui, on raconte les mêmes histoires. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Et comme on se souvient, nous, comme on a plus de passé, on a plus de choses exceptionnelles auxquelles les comparer. Et on se dit, oui, non, mais on a déjà vu ça plein de fois. Et donc, peut-être qu'il y a cet effet de lassitude-là ou ce rapport-là. Mais même là-dedans, est-ce que tu as vu Dune partie 2? Toujours pas. Et j'ai pas vu le 1 non plus vraiment, donc voilà. Bon, je recommande chaudement. Pour moi, c'est vraiment bien. Je pense d'ailleurs que le 2 est supérieur au premier. Ah, tu vois, je rigole. Non, mais c'est même pas une opinion particulièrement. C'est même très consensuel. Mais en fait, il faut voir le niveau, enfin les commentaires dithyrambiques sur ce film. C'est un très bon film, je pense, mais ce n'est pas un film exceptionnel. Mais en fait, il arrive dans un contexte où tout est tellement de la merde que on en fait que sous prétexte qu'il y a un réalisateur qui sait de quoi il parle, qui fait une bonne adaptation au cinéma, que les acteurs jouent bien, à l'exception de Zendaya, qui décidément en fait, enfin bon, bref. Ouais, non, mais en fait, juste un mot sur. En fait, c'est pas tant elle qui me dérange, encore qu'elle a qu'une seule expression faciale. J'avais donc dit guenon renfrogné. En gros, au moins renfrogné, quoi. Elle a qu'une seule expression faciale dans tout le film, c'est elle fronce les sourcils. Elle est pas contente. Et en fait, je pense que c'est pas tellement son jeu. En fait, je pense que c'est la dynamique du personnage. Il y a une différence avec le bouquin, où en fait, dans le bouquin, elle est beaucoup moins dubitative. Là, dans le film, bon, je spoil un peu, elle ne croit pas du tout que Paul soit l'élu, le messie, en fait, le Lisan al-Gaïb des Fremen, et elle est un peu la seule. Mais en fait, elle reste. Donc en fait, sa relation au personnage sur 3 heures de film, c'est elle l'aime sincèrement, mais elle ne pense pas qu'il est le messie, et ça lui déplaît que les autres croient ça. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'évolution de sa relation avec le personnage principal, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on la voit à l'écran, on sait très bien où ça va. Parce qu'en fait, sa relation n'évolue pas.
jusque littéralement jusqu'à la toute dernière scène. Mais en fait, on la voit plus du coup. Et je spoil pas. Mais du coup, ça rend les scènes avec elle très frustrantes parce que on la voit à l'écran et on sait très bien ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire parce que il y a aucune évolution dans sa relation, pas dans le personnage, mais dans sa relation au personnage principal. Donc pour moi, en fait, son personnage est l'erreur du film. Bref, mais c'était euh, un point de détail, n'est-ce pas? C'était ce film est très bon. Voilà, les acteurs sont bons, l'histoire est bien, les effets spéciaux sont hyper bien déployés. C'est-à-dire que c'est pas un truc criard dégueulasse. Tu vois pas le fond vert. En fait, tu oublies que tu regardes des images qui sont faites en images de synthèse. Le rythme est très bien, le rythme est très bon, les dialogues sont très bons. Le film te prend pas pour un idiot. T'as pas besoin de tonnes et de tonnes d'explications. Bref, c'est un très bon film. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Vraiment, je pense pas. Mais comme c'est le seul, comme en fait il est comme un arbre au milieu d'une clairière, on le voit et on est là, oh, mais regardez-moi ce chef-d'œuvre et tout. Mais c'est pas l'arbre le plus grand. Hein. Moi, c'est juste que je te prends l'opposé. Puisque ouais. tu parles d'un film que j'ai pas vu, je vais parler d'un film que t'as pas vu, alors Allez. que je te l'ai envoyé de manière tout à fait légale. euh, Non, tu veux dire que tu m'as envoyé le lien pour que je le regarde sur ma plateforme de VOD préférée. je t'ai envoyé le DVD que j'ai acheté. On en est là. C'est ça. Mais je l'ai pas reçu parce que la Par la poste poste. israélienne est infernale. Non, mais le cas opposé, tu prends Yannick, qui est un film de l'année dernière de Quentin Dupieux, je crois que c'est son prénom. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et là, c'est un film qui a dû coûter 150 fois moins que Dune 2. Ouais, c'est possible. Oui. Je dis rien de plus. Parce que pour moi, l'art, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que ça va te faire vivre qui compte. C'est la réception, le sentiment que tu vas avoir face à l'œuvre. Et si tu veux, et donc ça montre qu'on peut faire du nouveau. Ça montre que selon moi, il y a pas, Ouais. le déclin, je le vois pas, quoi. Voilà. Alors, Là-dessus. Mais j'ai pas vu Yannick. Je te crois sur le fait que c'est alors parce que que j'aime je te l'ai beaucoup envoyé. Quentin Dupieux. Alors que tu me l'as envoyé. Et que moi, j'aime pas Quentin Dupieux. Mais là, je te le dis. Voilà. Du coup, peut-être que je vais pas l'aimer ce film. On ne sait pas. Mais je serais surpris. Je serais surpris. Mais en fait, pareil. Alors, du coup, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a plus de bons films. Je dis qu'ils sont moins nombreux. Je dirais qu'en fait, la gaussienne s'est contractée. Il y a beaucoup plus de films moyens. Il y a moins de films franchement mauvais et moins de films vraiment bons. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est ça qui reste. En fait, on s'en fout. C'est comme dans un album. T'as un album, ok? Tu préfères qu'il y ait un bangre absolu dans l'album et que le reste soit ok tiers, voire complètement passable, ou qu'en fait tout soit genre un B+. Et encore une fois, là, si on va sur la musique, moi, juste, je te réponds sur le cinéma. Moi, ma baseline là-dessus, ce serait plutôt de dire que Ceteris Paribus, toute chose égale par ailleurs, ça n'a probablement pas tant changé que ça. Mais encore une fois, on ne peut pas faire de Ceteris Paribus. C'est-à-dire que je te disais, si tu prends en compte l'avancée technologique, donc la massification, donc le massification technologique par l'accessibilité aux technologies, mais aussi par les territoires qui se développent. Il y a un cinéma chinois qui s'est développé, le cinéma coréen que tu connais bien, etc. Le cinéma coréen, c'est de la balle, ouais. Voilà, puis bon, je dis qu'il s'est développé, mais à mon avis, ça a quand même plusieurs décennies, quoi. Je pense pas que c'est récent. Oui. Mais en tout cas, l'accès, le mainstreaming de ça en Europe, ça, je pense que c'est quand même un peu plus récent. Mais donc, en fait, tu vois, tu peux pas faire de Ceteris Paribus là-dessus. Et je pense que quand t'as dit, il y en a moins qu'avant. D'ailleurs, je sais pas si t'as dit moins, toi. Moi, je dis moins. Moi, je dis moins aussi. Ah, putain, BG. C'est nous, les vrais Français. Non, je rigole. Ça, mais moi, je dis 70 et 90. Il faut faire attention. Ah oui, non, mais là, donc, du coup, non. Mais, moi, je fais un grand écart de la francophonie. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je dis Nouka. Mais Nouka, c'est pas des créoles qui disent ça ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais c'est que moi, je dirais c'est Ceteris Paribus, mais on peut pas le faire. Moi, je dirais qu'il y en a probablement autant qu'avant. Tu as dit, il y a moins de grosses bouses qu'avant.
je suis pas sûr de pouvoir tenir cette affirmation. On les voit pas, on n'en entend pas parler. Des boosts, je pense qu'il y en a. Enfin, tu vois, si on fait des ratios, des taux, il y en a autant. Et des chefs-d'œuvre, il y en a probablement autant aussi. Et des moyens, il y en a probablement autant. Mais sur un phénomène, on ne peut pas faire de ceteris paribus. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est que il faudrait aussi définir ce que c'est un chef-d'œuvre. Parce que, évidemment, dans l'art, on va rentrer dans le subjectif. J'ose croire, et je dis ça dans la musique, mais je suis très biaisé là-dessus, et j'ai un côté très très arrogant, mais j'en joue un peu sur la musique, qu'il y a des trucs qui sont objectivement bien, tu vois. Et honnêtement, Oui, non mais merci. Moi, je suis honnêtement, je le persuadé. pense. Honnêtement, je le pense, mais Mais moi aussi. oui, Et du coup, pour cette raison-là, à mais plus je suis pas forte raison. certain. Je le pense, mais j'en suis pas certain. Tu vois ce que je veux dire? Je connais des gens. Non, mais je connais des gens qui, un truc que je dis, regarde, c'est un chef-d'œuvre. Cette ligne de guitare-là, la nuance qu'a mis Nile Rodgers dans le fait de taper 2 cordes plutôt que les 6 et de le faire en étouffant avec la paume de la main, etc. C'est ce qui fait que ce morceau de funk est un bangre intersidéral. Mais il y a un mec qui va me dire, RAB, MDR, j'ai pas lu. Pavé César. je m'en tape. Oui, non, mais et, d'accord. Et évidemment que je me dis, oui, mais ce gars, on n'a rien à foutre de la musique. Mais et là, on arrive sur notre question à laquelle on répondra pas ce soir. Est-ce que l'art est fait pour s'adresser qu'à des esthètes ou il doit s'adresser à tous? Et dans ces cas-là, s'il doit s'adresser à tous, j'ai l'impression de parler comme Enthoven. Et s'il doit s'adresser à tous, quel bordel. Est-ce que vraiment, du coup, mon avis vaut plus que la personne qui en a rien à foutre de cette ligne de guitare? Et moi, à cette question-là, je ne peux pas y répondre. Eh ben moi, je pense que j'ai une réponse, c'est le temps. Avec le temps, les compteurs indiquent la valeur correcte. Alors, vas-y, avec ton concept de temps, comment tu définis qu'un film est un chef-d'œuvre? Alors, pas seulement sur le cinéma, mais aussi sur la littérature, par exemple. Peu de gens le savent, voilà. Qui étaient les auteurs français les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui vendaient le plus de livres au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était Eugène Sue. C'était Eugène Sue. Voilà. Eugène Sue était le best-seller français. Qui connaît Eugène Sue et qui le connaît juste parce qu'il y a une rue à son nom à Paris? Je l'ai niqué. Eh ben, non mais personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors que Baudelaire, Les Fleurs du Mal, il en a vendu 2400 exemplaires. Et en fait, petit à petit, avec le temps, des gens à l'époque avaient dit que c'était de la merde ou que c'était un chef-d'œuvre. Avec le temps, ça a mis tout le monde d'accord. Et pour moi, alors, il y a des personnes qui rencontrent. Quoi? Vas-y, pardon. Donc, du coup, pour moi, il y a des œuvres qui rencontrent un succès très grand et qui seront oubliées parce que c'était sympa, ça correspondait à une époque. Enfin, tu vois, il y a des sons comme ça qui sont le son de l'été, mais en fait, tu sais très bien que tu vas les oublier parce que ça n'est pas mémorable. Et inversement, tu vois, c'est par exemple, je sais pas moi, je suis pas hyper fan de Michael Jackson. Oh. Pour autant, il y a des sons qui, voilà, 25 ans, 35 ans après, continuent de faire danser les gens. Et des gens qui l'ont pas connu, tu vois, des jeunes qui vont dire ah ouais, c'est super cool, tu vois. Moi, quand j'étais ado et que j'écoutais des chansons de Michael Jackson, j'étais évidemment pas né quand ces chansons sont sorties dans les années 80. Et du coup, le fait est que est-ce qu'on va retenir toute la discographie de Michael Jackson? Est-ce que tu as déjà écouté, tu vois, enfin je vais dire des phases B, mais c'est même pas des phases B, c'est sur un album où il y a 15 chansons. Bon bah tu vas avoir une incroyable, une autre ok passable, ok sympa si t'es fan, tu vois, si t'aimes bien le mood et tout, et le reste totalement indispensable. Avec le temps, si t'es pas fan de Michael Jackson, t'as comme reconnaître, et je suis pas fan de Michael Jackson, il y a quand même des sons qui sont super. Et bah en fait, ce sont ceux-là qui restent. Mais c'est comme ça pour tout. Oui, mais du coup, c'est ça. Et en fait, c'est ça à la fin. Et c'est pas forcément ceux qui marchaient bien à l'époque. Il y a des films. Non, parce que les goûts changent aussi. Hein. Mais pour moi, justement, je pense que justement, un film peut tomber mal parce qu'en fait, sa communication a mal été faite, le contexte dans lequel il sort est pas bon,
Les gens attendaient autre chose. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Pareil pour la musique ou pour un livre. Et en fait, malgré tout, c'était bien. Et donc, avec le temps, le truc fait son nid et les compteurs. Un film comme Fight Club a bidé du fion au cinéma. Ça a fait un bide. Bon, et ça a pris 10 ans pour que le film acquiert une sorte de statut culte grâce à la VHS, etc. Et parce qu'en fait, les gens qui l'avaient vu ont trouvé que c'était un super film et juste n'avaient pas rencontré son public à l'époque et ça a mis du temps. Bon, et il y a des films qui ont été des succès énormes à leur époque et qu'on a totalement oubliés parce qu'ils sont totalement oubliables, en fait. Il n'y a pas forcément de relation entre le succès et la qualité. Il y a pas une équivalence, en tout cas. Mais avec le temps, précisément parce qu'il y a ce filtre et qu'on sort un peu des contingences, etc., et du contexte, etc., et ben en fait, un très bon film reste un très bon film. Et une très bonne chanson aussi. Et donc, pour moi, c'est ça qui va dessiner. Et donc, moi, je me demande, ok, très bien, en 2050, quand on regardera la décennie 2010-2020, en 2011-2020, qu'est-ce qu'on retiendra? Est-ce qu'on retiendra plus de films que 1971 ou 71, 1980? Eh ben, franchement, je pense pas. Pour moi, c'est comme ça que j'apprends le truc. Après, dans la musique. Je pense que oui. Moi, je pense que oui sur le cinéma. Ouais. C'est tout. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Refuse to elaborate further. C'est le chat. Non, mais je pense que oui, parce que. Alors, ou pas. Merci d'avoir suivi ce podcast. Non, mais. Merci beaucoup. Non, mais parce que je ne peux pas prédire comment les goûts, comment la société, comment les modes vont évoluer, comment la mode va évoluer. Et donc, il est fort possible que l'un cas ou l'autre, pour moi, est possible. Il y a peut-être d'autres cas que j'arrive pas à imaginer que sont possibles, mais c'est possible que les consommateurs d'art, donc de cinéma en l'occurrence, dans les années 2050, donc des gens qui auront entre 15 et, je sais pas, X dans ces années-là, leur goût, la société aura tellement évolué qu'ils traiteront les films de 2010-2020 comme certains, à notre époque, traitent les chefs-d'œuvre, enfin, qui traiteront, pardon, les chefs-d'œuvre des années 2010-2020 comme nous, on traite, comme certains chez nous, traitent les chefs-d'œuvre des années 70. Ou alors, qu'à opposer, ils trouveront que 2010-2020, c'était de la grosse daube, et en fait, ils feront les films d'un siècle avant. Mais peut-être que la génération 50 ans après, ce sera l'inverse. Et peut-être qu'en fait, le monde aura été complètement décimé et il n'y aura plus rien, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que tes hypothèses sont bonnes, parce que effectivement, on a vu les deux... Enfin, il y a les deux tendances chez nous, tu vois, comme tu dis, voilà, des gens qui vont dire c'est de la merde, c'était mieux avant, ou au contraire, ce qu'il y avait avant était nul à chier. J'ai un très bon pote que je ne tiens pas pour un idiot ou un inculte, et qui est physiquement incapable de regarder un film qui est plus vieux que 1900, que 2000, hein, vraiment 2000, ouais. Les films d'avant 2000, il n'arrive pas. Ouais, c'est grave, hein. Vraiment, il te dit non mais l'image, le rythme est trop lent, l'image est pas nette. Genre vraiment pour lui c'est comme si tu lui demandais de regarder du théâtre No là, le théâtre japonais là, c'est infernal quoi. Et donc belle manière d'insulter toute une culture évidemment là, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous. À 1000 abonnés, on insulte une autre culture. Bien sûr, direct. On vous fait une tier list des cultures si vous voulez. Non mais je pense que tu as raison là-dessus, et aussi j'ai envie de parler et de boucler sur Rome et Kaamelott, sur la fin de l'Empire romain, qui pour le coup eux aussi ils avaient continué à avoir une production artistique entre guillemets intense, mais eux aussi ça tournait en rond. Enfin, c'est la vision que j'en ai, tu vois. Eux aussi, en fait, leurs pièces de théâtre tournaient autour des mêmes thèmes. C'était presque des remakes. Ils se faisaient les remakes entre eux.
Ça devenait aussi de plus en plus caricatural. C'est-à-dire que la frontière entre le théâtre et le cirque commence à devenir de plus en plus floue. Et ce qui est malheureux, c'est que, à un moment, tout ceci disparaît. À un moment, parce que la civilisation s'effondre, ou parce qu'elle est sur le point de s'effondrer, donc elle est tellement essoufflée qu'en fait, il n'y a plus. Il n'y a pas du tout autant d'œuvres artistiques tout court, hein, c'est même pas majeur, artistiques tout court, au IVe siècle qu'il y en avait au 1er siècle. Parce que du coup, pour le coup, vraiment, et nous, en fait, on n'est pas à la situation du IVe siècle. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, dans le modèle de Philippe, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Je crois qu'on est au 1er siècle équivalent 1er siècle de l'ère chrétienne, dans l'âge, dans le 2e âge, c'est ça, dans l'âge de Rome. Et de fait, pour les Romains, il y a eu un essoufflement. Il y a eu les symptômes que, par exemple, Scorsese, et c'est pas pour le déflorer Scorsese, mais je trouve que sur l'analyse, il touchait quelque chose de juste, mais il l'a mal exprimé. Quand il dit c'est pas du cinéma. En fait, oui, alors comment tu définis le cinéma, etc. On va faire des réponses pompeuses à la con. Non, mais le fait est que, en fait, la démarche artistique derrière les films qu'ils produisent n'est pas une démarche artistique. C'est une démarche commerciale. C'est pas forcément un problème. Le fait est que c'est aujourd'hui exclusif non plus. Oui, mais le fait est que c'est aujourd'hui, ça a pris une place démesurée sur le reste. Et ça veut pas dire qu'il y a plus de films qui ont une démarche artistique. Et c'est pas que la démarche qui fait la qualité, évidemment. Mais de fait, c'est le symptôme d'un truc qui va mal. Et je prends un truc qui est du coup une comparaison historique qui est beaucoup plus proche. Les années 50, par exemple, ou les années 90, à chaque fois que le cinéma est en danger, son mécanisme de repli, c'est de faire des films avec des budgets de plus en plus grands et des productions de plus en plus pharaoniques. Dans les années 50-60, dans fin des années 50, c'est l'apparition de la télévision. Et la télévision de masse, c'est-à-dire chez les gens, notamment en Amérique, hein, évidemment, pas encore en Europe, mais en Amérique, fait que les gens vont beaucoup moins au cinéma. Parce que pourquoi tirer au cinéma, en fait? T'as un truc que tu peux regarder chez toi gratuitement, même si ça coûte très très cher, le poste de télévision. Et de la même manière que c'est une innovation technique, ça a fait qu'il y a tout un tas de productions nouvelles qui sont apparues, parce que vu que les gens avaient des écrans petits, avec des résolutions pas terribles, en fait, ça n'a pas de sens de filmer des grands paysages avec des grands angles, machin, etc. Non, ce que tu fais, c'est du coup, tu as l'apparition de la télévision avec les premières séries qui reposent surtout sur... c'est un peu une espèce de théâtre de boulevard, tu vois. C'est du vaudeville filmé à la télé. Bon, les premières séries, c'est ça, quoi. Mais c'est ultra novateur. Et donc, le ciné voit ses ventes baisser, la fréquentation des cinémas baisse, il est en danger. Par quoi est-ce qu'il répond? Par les péplums. Ça va être les 10 commandements, Cléopâtre, etc., le roi Arthur. Donc, ça va être des productions avec des budgets pharaoniques, le Technicolor. Donc, ils mettent le paquet sur la technique, la technologie, le fait que l'expérience cinéma, c'est un truc que tu peux pas voir chez toi, avec des caméras super grands angles. Vous aurez pas du tout à la télé autant de figurants, autant de décors, machin, le roi Arthur, des scènes de bataille à cheval, Ben-Hur, ce truc-là. Ça date de cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de défense où en fait il faut qu'on se singularise par rapport à la télé. Ça arrivait pas dans les années 90 avec les VHS et avec les VHS, et du coup il y a eu pareil le cinéma grand spectacle, etc., etc., etc. À chaque fois d'ailleurs c'est suivi par parce que ce truc-là se casse la gueule, ça s'essouffle, et c'est suivi par une vague avec des réalisateurs avec des plus petits budgets qui font des films qui proposent quelque chose de vraiment neuf et qui ramènent les gens au cinéma. Et aujourd'hui, on vit le même truc dû à Internet, Netflix, etc. Et de fait, quand tu regardes la production audiovisuelle depuis 10 ans, c'est des films avec des budgets de plus en plus gros, et pas simplement parce qu'il y a l'inflation, c'est objectivement des budgets de plus en plus gros. Et ils essaient de justifier le fait que le film
doit être vu au cinéma. Euh, et, et donc, tu as les espèces d'énormes blockbusters Marvel, mes couilles, machin, des films qui sont dans cette, disons, dans cette vibe-là. Et d'ailleurs, ils s'adaptent eux-mêmes parce que pour s'adapter aux nouveaux environnements, ils ont décliné sous des séries avec 1000 séries dérivées de l'univers Marvel, Disney+, toutes ces conneries. Et en fait, tout ceci, c'est des milliers d'heures de contenu qui ont été créés, mais ça aussi, quelque part, c'est un mécanisme de survie. Les mêmes studios, pour pouvoir tenir, doivent non plus seulement produire quelques films qui vont très bien marcher, mais beaucoup, beaucoup de séries et beaucoup d'épisodes pour pouvoir remplir leur catalogue sur Disney+, Netflix, Paramount, mes couilles, etc., euh, pour pouvoir tenir. Donc, c'est une manière de, comment dire, de dire que tu as raison dans la mesure où, en fait, c'est pas nécessairement un mécanisme qui est si récent que ça. Enfin, je veux dire, le fait de se répéter et de dégénérer, tu vois, de devenir une caricature d'eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils ont déjà vécu plusieurs fois au XXe siècle. Et donc, ça n'indique pas nécessairement un déclin, mais malgré ça, je continue de penser qu'il y a moins de bons films, de très bons films, disons, euh, et que ça tient à une faillite morale. Pour moi, j'insiste là-dessus, vraiment la faillite est morale. On ne, enfin, on ne veut plus vraiment faire ça. Et je pense que bientôt, comme les Romains, peut-être dans 100 ans, hein, on sera plus capable de le faire. Euh, Quand on voit déjà les films, par exemple les films qui ont marqué ces quelques dernières années, euh, c'est soit des films qui en fait ont des productions très classiques. Tu vois, Dune, quelque part, bon bah c'est un film qui aurait pu sortir dans les années 80. Ça aurait pas été choquant, tu vois. Euh, D'ailleurs, bah, le Dune de David Lynch, c'est quoi? C'est 80, 77, 80, un Je truc comme pense que ça? c'est ça là, ouais. Mais je l'ai Ouais. pas vu non plus. Bon, bah forcément, il avait moins de moyens et les technos d'effets spéciaux étaient pas aussi avancés. Mais malgré tout, c'est pas si absurde que ça. Euh, comment ça s'appelle? Autre exemple, comment ça s'appelle là? Top Gun 2 là, Top Gun Maverick. nouveau là, Maverick, ouais, c'est pas le 2 d'ailleurs, Maverick. c'est Top Gun Maverick, pas le 2, Top Gun Maverick. Vraiment un bon film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment très bien fait. Mais bon, c'est une recette qui marche. C'est juste qu'en fait, il y a limite, les mecs avaient oublié. Attendez, mais en fait, on sait faire un film normal, non? Un film qui est pas méta et qui essaie pas de faire de casser quatrième mur et de faire des wink-wink comme ça à la caméra. Vous avez vu, hein, on a conscience qu'on fait un film avec plein de clichés, mais au moins on a conscience de le faire. Donc on fait des blagues sur le fait que on fait des films avec des clichés. Non, non, Terror, c'est un film qui se prend au sérieux, qui essaie pas d'être l'ironie ou une caricature de lui-même. Euh, et quelque part, ça nous semble incroyable. Alors que Top Gun Maverick, qui sortait dans les années 80, on aurait dit, ouais, très bon film. Tu vois. Je vais. Et en fait, Vas-y, pardon. non, mais du coup, en fait, pour moi, il y a un effet de, comment dire, il y a un effet de l'arbre au milieu de la clairière. Euh, Maintenant, il y a tellement moins de très bons films que maintenant, quand il y a un très bon film, c'est limite si on le hisse pas au rang de chef-d'œuvre. Et cet arbre, Thomas, il est avec vous dans la pièce. Tu sais, Euh, j'ai envie de te faire une réponse à la Bénichou et te dire vous avez raison. Il dit vous avez c'est raison. le truc qui ne relance pas du tout la conversation, quoi. Et non, mais il dit je vais pas perdre mon job sur une connerie. C'est ça, ouais. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que dans notre discussion, si tu veux, tu l'as dit toi-même que c'est le temps qui juge. Ouais. Donc, est-ce que tu disqualifies pas un peu ton jugement sur les chefs-d'œuvre actuels? Moi, les films que tu as cités, donc Dune 2 et Maverick. Bon, j'ai vu Maverick, qui m'a Je pas dis pas que c'est des semblé. chefs-d'œuvre, hein. D'ailleurs, Oui, c'est non, mon propos. j'entends. Tu dis c'est un peu des chefs-d'œuvre de mainstream en fait. C'est-à-dire que les gens Bah, disent ah ouais même c'est pas. Pour exceptionnel. moi, ce sont pas des chefs-d'œuvre. Bon, J'ai mais lu par des contre, mais critiques. moi je pense qu'il y a plein de films que tu cites pas de cette Bah, époque-là, de notre époque, qui sont des chefs-d'œuvre. oui, il y en a, bien sûr, mais il y en a moins. Mais par rapport à quelle époque, par rapport à qui? Par rapport à 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant, 40 ans avant. Moi, je suis pas d'accord. Et encore une fois, je sais pas quel est le référentiel. Si le référentiel, c'est des gens qui ont vécu à ces époques-là, parce qu'on n'a pas accès aux gens qui vivront dans 50 ans, je suis pas sûr non plus, quoi. Enfin, en tout cas,
je parierais pas dessus, quoi. C'est pas mon avis et je parierais pas dessus pour dire que ce soit la vérité, quoi. Pour moi, la plupart de ce qu'est pour moi de ce que sont pour moi des chefs-d'œuvre au cinéma, il y en a plein qui sont, la majorité pour moi sont, encore une fois, par rapport à mon expérience du cinéma, sont post 2000, voire post 2010. Je peux comprendre. Après, c'est aussi l'époque à laquelle tu as commencé à regarder intensément des films. Alors, quand t'as dit je peux comprendre, j'ai entendu t'es vraiment une merde. Mais je sais pas Non, si non, c'était. parce que, mais non, mais c'est normal. Je veux dire, Et j'étais pas le né dans les fait années que 70, nous, hein. oui, mais c'est ça. Ben, du coup, justement, précisément, le fait que nous, on ait commencé à regarder des films et donc ce qui a influencé nos goûts, notre appréciation, etc., bah, c'est ce qu'on a regardé en premier. Ça joue effectivement. Ça joue évidemment. Mais en premier, moi, Bah, c'est les films que j'ai vus en premier. Et crois-moi, ils m'ont marqué parce que j'étais enfant et j'ai dû les voir. c'est les films de 20 fois. propagande nazie. 20 fois. Des- des- C'est des films de propagande. C'est le mec qui te sort un truc. C'est des films de propagande de la République. C'est un truc mais trop paumé, tu sais. De la République des Kerguelen entre les années. Non, non, mais. euh, Non, c'est des films que j'ai vus 20 fois quand j'étais enfant et que j'ai dû voir 100 fois depuis. Alors, effectivement, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Mais du coup, là, j'étais influencé. Et c'était pas des films post-2010, ni même post-2000. Puisque c'était plutôt des films qui étaient des chefs-d'œuvre pour mon père. C'était des classiques, ouais. Et donc, il me les a montrés. Et il me les a montrés à répétition. Et c'était des chefs-d'œuvre. Et dedans, t'as un film des années 60, t'as un film des années 90, 80, t'as un film des années 2000. Tu vois? Donc, en fait, moi, pour moi, tu as effectivement des vagues dans tous les arts et à toutes les époques. Mhm. Aussi longtemps qu'il y a eu de l'art. Tu as des vagues. Des vagues de mode, des vagues de technique, des vagues de ce qui va être un chef-d'œuvre. Donc, tu as des vagues où peut-être, effectivement, selon le point de vue de certaines subjectivités, voire même peut-être d'objectivité, tu as moins de chefs-d'œuvre. Mais enfin, en dessous de ça, si tu veux, tu as aussi des fondamentaux qui bougent pas vraiment. Mais là, on rentrerait presque dans ce qui est le cœur de l'art, tu vois. Enfin, ce qui est le cœur des hommes, en fait. Ce qui est le cœur de Ouais. l'humanité. Et Non, mais, c'est les bien sûr. histoires millénaires, par exemple, du voyage héroïque. Oui, oui, le héros le héros aux mille visages, etc. Voilà. Mais Et qui là se là-dessus, retrouve dans toutes les histoires. bien sûr. Non, mais Tout le temps. là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et c'est pas ce que je dis, en fait. Parce que c'est vraiment pas sur, on n'a rien de nouveau à raconter, etc. Parce que oui, il y a rien de nouveau sous le soleil. Du coup, une fois qu'on a dit ça, bah, en fait, on peut pas, enfin, Et alors, il faut moi, bien juger la qualité. je pense qu'il y a du nouveau. Alors, nouveau qui va appeler, malgré tout, malgré ce qui a amené de nouveau, à du fondamental. Exemple classique, alors que je définirais comme un chef-d'œuvre, mais que je n'aime pas forcément. Mais il faut savoir aussi jouer de sa schizophrénie. Le film Her. Ah Je oui. sais pas si tu l'as vu. Non. MDR, j'ai pas vu. C'est Moi, ça. je l'ai vu 2-3 fois. La première fois, je trouvais que c'était un énorme chef-d'œuvre. La deuxième fois, honnêtement, je me suis ennuyé. Et la troisième fois, je crois que je l'ai montré à quelqu'un. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, je pense que c'est quand même un chef-d'œuvre de son époque. Et donc, dans ce film-là, tu as déjà des images exceptionnelles, ce qui pour moi est peut-être important dans un film. Et là, vraiment, parfois, je me dis presque, tu vois, c'est un film qui a été fait pour l'image. Pour ceux qui l'ont pas vu, dans le film Her, il y a une colorimétrie, il y a une photographie exceptionnelle. On retrouve parfois une palette de couleurs sur un plan extrêmement variée et presque flashy, mais qui marche très bien. Et on se dit, c'est pas possible, ça a été fait pour ça presque. Et d'ailleurs, pour moi, ça ne le disqualifie pas, loin de là. Pour moi, l'art n'a pas forcément qu'une facette, enfin, n'a pas qu'une facette. Donc tu as ça. Apposé à ça, tu as un truc. Alors, c'est un film de 2013, je crois, qui est censé se passer en 2025. Tu as quelque chose qui est propre à la société actuelle, qui est propre aux contemporains, c'est-à-dire l'IA, déjà à Mhm. l'époque. Et ensuite, tu as l'amour, qui là, il y a un thème fondamental de l'humanité. Donc, tu as, dans ce film, tu as tout qui se rencontre. Et comme quoi, tu vois, on peut faire du chef-d'œuvre avec de la technique et des méthodes qui sont du retapé,
d'un sujet novateur de société, l'IA, qui traite un sujet fondamental de l'humanité de tout temps, de Rome comme d'aujourd'hui. Et donc, en fait, oui, bien sûr. Et donc, en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ben, à mon avis, ce sera pareil. Tu auras des chefs-d'œuvre, et encore une fois, je pense pas qu'il y en aura moins, parce que l'art parce que les sujets s'adapteront aussi au réel des hommes de cette époque. Ouais, mais en fait, on est d'accord sur ce fait-là parce que ma position, elle n'est pas maximaliste ou absolue. Je dis pas qu'il n'y a plus de chefs-d'œuvre ou qu'on n'en fera plus. Je dis qu'il y en a moins. Ouais, et je dis que c'est une tendance inquiétante. Je finirai, je pense, là-dessus parce que je pense que c'est c'est un dernier jeton dans la machine parce que on change très légèrement de sujet pour élargir un peu sur l'esthétique. Et il y avait un thread sur un fil Twitter. Introduit le prochain épisode. C'est ça. Il y avait un fil Twitter écrit par Azukashi ou Akuzashi, j'arrive jamais à savoir. Je crois que c'est Azukashi sur Twitter, qui disait quand la série, alors je sais plus quelle série, c'est une série qui se passe dans les années 70, dans les 70. Et donc l'intrigue, je crois que c'est genre This 70s Show, un truc comme ça. That 70 Show. Voilà. La série est censée se passer, je crois, en 77. Et la série date de 94, donc de 94. Donc il y a 17 ans entre les deux. Et évidemment, le monde de la fin des années 70 et du début des années du milieu des années 90 sont visuellement extraordinairement différents. Les fringues sont pas les mêmes, la musique n'est pas la même, les voitures sont pas les mêmes, les jeux auxquels jouent les gens ne sont pas les mêmes, les coupes de cheveux ne sont pas les mêmes, enfin toute l'ambiance, même l'esthétique globale, les esthétiques, parce que forcément les années 70 c'est pas juste les pas de def et le disco, je sais pas quoi, c'est plein d'esthétiques différentes, mais tu vois une photo et tu peux dire ah oui, ça c'est les années 70. Et pareil pour les années 90, c'était là effectivement les deux sont vraiment très différents. Et il disait si on faisait la même chose aujourd'hui en 2024, ce serait une série qui parlerait de 2007. À l'exception des smartphones, et encore le premier iPhone est sorti en 2007. Qu'est-ce qui a réellement changé dans notre paysage, notamment dans l'esthétique? On va me dire, oui, la mode a changé. Oui, d'accord, très bien. La mode a un peu changé. La mode change tout le temps. Mais est-ce qu'elle a tant changé que ça? Est-ce que réellement, si on faisait une série maintenant qui se passe en 2007, est-ce qu'il y aurait vraiment est-ce que ça nous semblerait aussi loin que dans les années 90, les années 70 semblaient loin? Eh bien, ce sera le sujet du prochain épisode. Abonnez-vous. Et là, tu balances Bad Night.